Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Ce soir, un board game presque parfait. Épisode 7, Reavers of Midgard. Bonsoir joueurs et joueuses et bienvenue à un autre épisode d'un board game presque parfait. Alors ce soir, autour de la table pour essayer Reavers of Midgard, j'ai à mes côtés le Odin des jeux pour son rôle de fondateur de Professeur Board Game, David Couteau. Bonsoir. Salut Pat, salut gamer. En face de nous, on a que malgré qu'on sait que c'est lui qui va gagner la partie, puis qu'on s'en méfie du début à la fin, le Loki d'ici à l'Estrie. Louis-Philippe, bonsoir. Bonsoir Patrice, content de te voir aujourd'hui. Et à côté, pour son rôle de Oz avec un A majuscule le plus populaire, le Thor des jeux, Jules Boisvert, bonsoir. Hey, salut les gamers, salut mon Pat. C'est le fun quand même de savoir Dieu tout ce qu'il contrôlait dans son portfolio divin. Look it up, look it up. Et moi, je suis Braggy, dieu de la poésie nordique et ludique, votre co-animateur avec cette belle équipe. Et ce soir, on va vous parler de Reavers of Midgard, mais avant, c'est le moment des actualités ludiques. Est-ce qu'il y a un de vous qui veut y aller en premier? Je pense que David, il y a un sujet David, qui il y a quelque chose qui se prête. Ouais. Mais les gars, comme c'est le début de 2020, mais premièrement, bonne année. Bonne Ouais, année. bonne année. Bonne année, bonne année, Bonne à tout année le aux monde. gamers qui nous écoutent. On vous souhaite évidemment de découvrir plein de nouveaux jeux cette année, de partager des parties avec les gens de votre entourage, votre famille. Je pense que c'est une belle activité rassembleuse des jeux de société. Fait qu'on vous souhaite plein de belles parties puis de belles découvertes de jeux dans la prochaine année. Puis on souhaite vous aider à les découvrir, évidemment, par nos vidéos ou notre contenu audio. Donc, avec la nouvelle année, on fait souvent, les gars, des petites résolutions pour la nouvelle année. Souvent, bon, ça tourne autour de « Ok, je vais aller m'inscrire dans un gym » ou « Ok, je vais mieux manger » ou tu sais, des affaires qu'on voit beaucoup, qu'on entend souvent parler. Mais dans la communauté des board gamers, on fait souvent aussi des résolutions en début d'année. Fait qu'on va explorer un petit peu les résolutions qu'on va passer de certains joueurs sur des groupes de jeux. Oui. Puis on va regarder si vous avez fait des résolutions de gamers, vous autres aussi, pour la nouvelle année. Donc, principalement, il y a deux sortes de résolutions pour les gamers. Tu as des résolutions de joueurs, puis tu as des résolutions de consommateurs. Parce qu'on sait, l'univers du board game, c'est aussi un univers de consommation. C'est un univers où on a beaucoup de nouveautés. Le culte de la nouveauté, on sait que c'est un phénomène assez présent dans la communauté des jeux. Donc, on sait que beaucoup de gens veulent se modérer un peu dans l'achat de jeux. Donc, des gens, généralement, peuvent prendre comme résolution aussi drastiquement de dire de ne pas acheter de jeux de l'année. De dire, j'ai assez de jeux chez nous, cette année, je vais jouer avec mes jeux, j'en achète pas. Ou je passe 1, 2, 3 mois sans acheter de jeux, puis après ça, je commencerai à acheter des jeux. Ou c'est là qu'on commence aussi à se mettre une limite ou un budget de dire je vais m'acheter un jeu par mois cette année ou je vais m'acheter un jeu aux 2 mois ou je vais kickstarter un projet par mois ou un projet aux 3 mois. Mais c'est des genres de choses qu'on entend beaucoup dans la communauté des gamers. On a se limiter un peu dans nos achats ou peut-être d'y aller vers de l'usager. Donc, il y a de plus en plus de gens qui disent je vais faire des échanges ou je vais essayer de moins consommer de jeux, moins d'acheter de jeux neufs. Ou il y en a qui vont tout simplement dire je pourrais jouer aux 25 jeux que j'ai jamais joué dans ma collection. La pile de la honte. La pile de la honte. On le voit souvent passer sur les groupes. Cette année, je vais jouer aux 30 jeux de ma pile de honte avant de m'en acheter un. Ouais, ok. Bon, c'est une belle résolution, ça. Oui. Et on a aussi les résolutions de joueurs, donc comme board gamer en tant que tel. Il y a beaucoup de gens qui se font des challenges 10 par 10. Donc ça, c'est aussi pour combattre Oui, j'ai vu ça. le fléau de la nouveauté. Un challenge 10 par 10, c'est que tu choisis 10 jeux de ta collection. Tu te fais un beau petit tableau, tu peux même te faire un beau petit dessin. Puis tu mets 10 cases devant chaque titre de jeu que tu as choisi.
Puis dans le fond, le but, c'est que dans l'année, tu vas jouer à 10 parties de ces 10 jeux-là. Oh, quand même. Fait que ça te force à rejouer à tes jeux de ta collection, des jeux que C'est vrai, t'aimes. c'est vrai. Fait que ça te force moins à consommer des nouveaux jeux ou acheter des nouveaux jeux. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui mettent en janvier des photos ou qui publient « Ok, mais ça c'est mon challenge 10 par 10 pour 2020. Je vais essayer de jouer à ces 10 jeux-là. T'as des gens qui peuvent se mettre comme résolution de jouer peut-être plus souvent ou de dire « Ah, je veux faire 2 soirées de board game par semaine cette année. » ou je vais me prendre une soirée qu'au lieu d'écouter la TV, je vais me faire un jeu solo, puis je veux couper les écrans. C'est ce genre de résolution aussi qui revient de temps en temps chez les board gamers. Ben justement, un genre de résolution que j'ai pris avec ma femme et justement toi, David, c'est le professeur, on va recommencer à jouer à Gloomhaven, chose qu'on avait mis sur la glace quand même pas mal, mais là avec l'avenue de Frosthaven qui s'en vient bientôt, on se dit qu'il va falloir qu'on pousse un petit peu. Faudrait qu'on pédale. Donc là, une semaine sur 2, on a une soirée de 7 pour Gloomhaven, donc ça faisait partie de mes C'est bon, résolutions. il est bon pour finir en 2023. À peu près. Tranquillement. Puis une résolution que j'avais vue une fois, que j'avais trouvé très cool, c'est quelqu'un encore une fois qui voulait combattre la nouveauté, combattre le culte de la nouveauté, puis qui s'est dit cette année, je vais essayer de rejouer à tous les jeux de ma bibliothèque. Puis ceux que je jouerais pas, je vais m'en débarrasser. Puis Ça, c'est intéressant. ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il jouait à un jeu, il mettait un petit collant sur la boîte, sur le côté de la boîte. Un petit collant bleu, un petit collant rouge. Puis là, comme ça, il voyait à la fin de l'année, là, ce jeu-là, il n'y a aucun collant, j'ai pas joué de l'année. On s'en débarrasse, je l'échange ou je le vends. Fait qu'en même temps, tu pouvais voir aussi dans l'année, bon, tu jouais combien de fois tes jeux. Bon, si tu veux pas mettre de collant sur les boîtes, tu peux toujours mettre ça dans une application mobile comme BGStat ou BGG. Oui, il y a des gros Facebook. Pour avoir tes parties et savoir ce que tu as joué à chaque mois, si tu veux avoir le compte de tout ça. Donc, c'est toutes des idées de résolution de board gamer qu'on voit un peu partout sur Internet. Donc, vous, messieurs, est-ce que vous êtes donné des résolutions de board gamer pour 2020? Ben, comme je disais, dans le fond, là, je suis un peu interrompu, là, mais je m'enlignais vraiment vers ça. L'idée, justement, de jouer plus à Gloomhaven. Puis c'est sûr que j'ai parlé avec ma femme aussi, là, de refaire les jeux qu'on a aimé beaucoup. Il y a plein de jeux comme Legendary Marvel, qui était un de mes jeux préférés, qui l'est encore. Mais qu'avec toute la nouveauté qu'on a eue, il se fait enterrer par les nouveautés. Puis c'est un jeu que j'aime encore sortir puis que j'ai toujours autant de plaisir que la première fois que j'ai joué. Donc ça fait partie des résolutions, c'est bien certain. Côté achat de jeux, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir un cercle d'amis qui vous inclut. C'est ça. Fait que les boys, on s'entend qu'à 4, on en a un puis un autre des jeux. On en a très peu en double. Ceux qu'on a, en double, en triple, en quadruple. Ceux qu'on a, c'est parce que c'est sûr, comme l'exemple Legendary Marvel qu'on a chacun. Non, pas Pat, là, mais qu'on a, on a 3 sur 4. On va le sortir plus souvent, chacun chez soi. Mais pour le reste, j'ai baissé beaucoup mes dépenses de jeux grâce à ça. Parce que veux pas, on en reçoit beaucoup des jeux, on essaye beaucoup. Puis on essaye d'en avoir en commun, bien évidemment. Là. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé à réduire. Donc, c'est pas dans mes résolutions de réduire mon nombre d'achats de jeux, disons-le, comme ça. Là, Tu l'avais déjà réduit. C'est déjà réduit par la force des choses. Je serais peut-être pas aussi bon que ça si je vous avais pas dans ma vie. Ben, c'est sûr que par le biais de... C'est correct, ça. C'est toujours agréable à prendre. Mais c'est sûr que par le biais de ce qu'on fait, moi aussi, au niveau de l'argent, c'est moins dispendieux que ce que c'était. Étrangement, quand je dépense pour un jeu, je dépense généralement un sacré montant. Je dépense moins souvent. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça va être un Aeon's End All-In ou un Oathsworn All-In ou un... Pas un jeu de figurines. Sûrement. Suite de. Sûrement. Ben, en juin prochain, t'as le Mythic Battle, la version Ragnarok. Mais ça, j'ai jusqu'en juin pour ramasser mes sous. Mais tu sais, depuis plusieurs... 33 500. Oui. Mais depuis plusieurs mois, c'est 1 ou 2 projets par mois. J'ai ramassé l'argent d'avance, puis je l'ai investi dedans. Puis il y a beaucoup moins d'argent qui se dépense en magasin. Ça arrive encore de temps en temps, là, mais il y en a beaucoup moins qui se dépensent avant. Fait que j'ai plus tant de résolutions là-dedans. J'ai plus de terminer les 72 campagnes qui sont commencées à gauche à droite. Ça, c'est une bonne résolution. Puis t'es pas tant de jouer à tous mes jeux ou un truc comme ça, mais juste, tu sais, j'ai plusieurs... on a un Clank qui est parti. J'ai une campagne de Descent qui est partie. Moi, j'ai Gloomhaven qui est parti. Ben, l'expansion de Gloomhaven. Mais ça, il me reste une partie. C'est ça. L'expansion de Gloomhaven, on va la finir.
Tu sais, puis j'en ai d'autres là, que j'oublie de nommer. J'ai Silent Empire, j'ai Skull Meg Tales. vs Minion. Meg vs Minion. Ah, c'est vrai. Mais bref, j'en ai beaucoup. Juste finir ça. Si toutes ces campagnes-là sont finies à la fin de l'année 2020, ce serait déjà pas pire. Tu veux pas qu'on parte une campagne de Too Many Bones aussi? Oui. Ben, Too Many Bones, j'ai pas encore le mode campagne. Il faut que j'achète la boîte. Mais pour l'instant, je joue bien une game à la fois comme ça. Oui. Mais j'ai des jeux de campagne qui s'en viennent, ne t'en fais pas. Le Sword and Sorcery, la deuxième saison, tout ça. Mais l'autre résolution, c'est en l'air niaiseux comme ça, mais si l'autre résolution, il y a un si qui vient avec, parce qu'on n'en a pas encore discuté, il y a potentiellement la possibilité qu'on retourne à Gen Con l'été prochain. Ouais. Puis cette fois-ci, parce que ça fait 2 fois que je m'arrête à Gen Con. Qu'est-ce que tu t'arrêtes? Cloudspire. Oh. Ok. Puis tu sais, je me dis, vu que j'en dépense moins dans l'année, moi aussi je retourne à Gen Con. Tu reviens à Game Boy. S'il y a un jeu que je veux, je reviens. Ben tu sais, c'est pas Cloudspire, c'est un exemple. Mais tu sais, parce que. Mettons, je sais pas c'est quoi Cloudspire. Ben, c'est un jeu de Chip Theory Games qui est un espèce de tower defense avec du matériel d'excellente qualité. C'est juste que le shipping est pas payable. C'est juste que le shipping est pas payable. Mais tu sais, en étant là-bas, le jeu était 120 US ou 130 US. C'est le genre de jeu qu'il faut que tu fasses la file la première journée parce qu'il se vend. Exactement, c'est ça. Puis il se vide tout de suite. Puis là, j'ai envie de me dire, là, s'il y a des grosses boîtes, ben, j'avais déjà pris l'été passé, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà pris Edge of Darkness, qui est un très bon montant. Fait que Cloudspire, c'est un montant similaire. S'il est décevant, ça va être décevant. Mais là, je me dis, au nombre de jeux que maintenant on reçoit dans une année, si j'en perds 150 sur un que j'aime moins, on le revendra, on le fera tirer dans un. Oui, dans l'événement. Si j'avais pas aimé Edge of Darkness, il y a sûrement quelqu'un qui aurait bien trippé de le recevoir gratis en participant à un concours quelconque. Les fous de même, nous autres. Juste pour le lever et pour faire des muscles. Oui, ça je fais avec maintenant. mais c'est ça, mais il y a. Si je participe à une grosse convention comme celle-là, qu'il y a des nouveautés, des sorties, là, je nomme Gen Con, mais si par miracle, je me rendrai une autre, j'y vais all-in si je vais. Fait que c'est le contraire de moins dépenser. C'est des belles résolutions pareilles. Oui. Ça, c'est mieux dépenser. Oui. Tu partes une petite résolution gaming? Moi, je game beaucoup plus que je pense. Dans le sens que j'ai repensé à mon temps des fêtes. Puis sur 10 jours du temps des fêtes, j'ai joué des board games 7 jours sur 10. Okay, c'est pas mal plus que moi, en fait. Non, mais tu sais, je compte ma famille là-dedans. T'sais. Ouais, quand même. Fait que moi, j'avais déjà l'idée de ralentir les achats, mais ça c'est déjà commencé. Moi, mon appartement est petit, ma bibliothèque est pleine, il y a de quoi qui rentre, il y a de quoi qui sort. Ça, je l'ai déjà atteint, ça. Et là, cette année, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de jeux vidéo. Là, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo. Là, j'ai réalisé que, tu sais, un jeu vidéo, tu payes ça, c'est un gros chiffre, mais tu payes ça 100$. Mais tu sais, tu peux y jouer pendant des 80 heures. Tu es comme, ça revient bien pas cher. De l'heure. Puis là, je regarde mes board games, je suis comme, oh mon Dieu, que. Ouais, ok. Fait que moi j'ai une résolution, bien simple. J'ai comme 2 en vérité. Mais un, c'est de faire continuer la tradition de Here I Stand. Mais ça, on est rendu à l'année 4, ça va assez bien. C'est toujours un défi à faire par contre. Mais ça serait de faire cette année une game de Dune. Je sais qu'il y a eu un pool de joueurs de Dune. On a ben moi c'est plus une connaissance, mais vous le connaissez mieux que moi, là. Un ami de Sorel qui. Lui, on a un ami qui trippe fort sur Dune. Trippe fort sur Dune. Tu sais, je sais que. On a déjà joué avec son vieux jeu de 90. Monsieur Hammond. Ouais. Monsieur Hammond, qu'on salue. Ouais, salut Sylvain. C'est ça, fait que là, je me dis, bon, ok, déjà là, je suis pas mal certain que si je passe par vous autres, je dis, hey man, game de Dune, faut être 6. On est déjà 2 que ça va tendre beaucoup. Déjà, trouver 4 joueurs, c'est plus facile d'en trouver 5. Surtout pour un jeu que, si vous avez envie d'avoir une bonne idée de pourquoi il faut être un peu craqué mental, comment il s'appelle c'est pas Shut Up and Sit Down? Shut Up and Sit Down. C'est lui qui est comique un peu. Ouais. C'est ça, c'est lui. Bon, il fait une très belle imitation de Shaolud dans son vidéo. Allez le voir. Je pensais pas voir Shaolud comme ça. Fait que moi, c'est de jouer à Dune puis de faire une game de Run, c'est aussi simple que ça. Parce que pour le reste, en guillemets, je compte sur vous autres. Vous allez me faire essayer plein de jeux de fun. Puis fait ça. Fait que pour moi, c'est simple comme ça, mes résolutions. Moi, même si je veux un peu combattre la vague de nouveautés ou le culte de la nouveauté, c'est difficile avec la chaîne parce que même sans le vouloir, on reçoit les jeux. Puis c'est ça aussi que les gens veulent voir en vidéo, c'est les nouveautés, c'est ça qui pogne le plus, on se le cachera pas. Oui. Parce que moi, je vais même y faire à croire que je veux rejouer à tous mes vieux jeux, puis j'essaie de rejouer de temps en temps, parce que moi, ça me dérange pas de déterrer un jeu, ça fait 4 ans que j'ai pas joué, qui traîne, j'ai la place pour le faire chez nous. Ne pas avoir la place, ça pourrait être problématique, mais j'ai la place pour le faire, ça me dérange pas. Mais je me ferai pas à croire que je resterai pas dans le cul de la nouveauté, c'est ça que je fais comme hobby, de tourner des vidéos là-dessus, d'en essayer des nouveaux. C'est ça que j'aime faire. Il y aurait peut-être, sur une parenthèse, puis je lance l'invitation à David.
David, on a eu un événement très triste l'an dernier, nous autres, à Sorel, où on a l'endroit où on faisait nos soirées d'animation, qui a malheureusement eu un incendie, puis l'endroit est fermé. Puis on l'a fait de façon sporadique, de trouver un autre endroit pour faire des soirées d'animation entre nous autres. Mais moi, c'est peut-être une des choses que j'aime le plus faire dans le jeu de société, c'est de le montrer à quelqu'un. Puis tu sais, d'ailleurs, quand on faisait des soirées de Patreon où on recevait des joueurs, les joueurs étaient toujours un peu surpris de « Hey, Philippe, est-ce que toi avec nous autres pour jouer? » Non, moi j'ai bien du fun à vous regarder jouer. À vous montrer, puis donner des conseils à tout le monde. Puis ça, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Fait que ça, j'aurais peut-être, de façon impromptue, comme résolution, de trouver quelque chose de plus steady pour 2020. De le repartir. Je trouvais ça le fun qu'on fasse ça dans notre région proche, d'avoir une soirée d'animation, parce qu'on n'a pas de club ludique à Sorel ou proche de Sorel. Plus proche, il y a il n'y a pas Contrecœur qui avait quelque chose? Oui, ben ça, on a fait des 2 soirées à Contrecœur, mais tu sais, comme on n'avait pas la même le même deal qu'on avait avec le Saint-Thomas, on le faisait de façon un petit peu moins pas fidèle, c'est pas le bon terme, mais régulière. C'est ça. Mais ça serait bon, tu sais. Mais c'est une belle ça serait quelque chose que j'aimerais faire, ça me manque un petit peu de faire l'animation. Mais définitivement, je vais essayer quand même en 2020 d'essayer de ressortir quelques jeux qui ont peut-être été laissés de côté dans les dernières années. Puis justement de dire, hey, ce jeu-là, j'aime vraiment ça, mais de le ressortir 2-3 fois dans l'année pour justement le jouer et l'apprécier encore plus. Parce que souvent, plus on joue un jeu, plus on l'apprécie, mais quand on est tout le temps en train d'essayer des nouveaux jeux, on a rarement le temps de retourner à nos vieux amours, mais on va essayer d'y trouver de la place pour 2020. On va rejouer à Marco Polo, David. Yes! J'ai joué il n'y a pas trop longtemps. Bon, c'est pas pire. Puis j'avais gagné. Je peux y aller avec ma manchette. Une excellente nouvelle, je pense. En fait, une nouvelle qui était pas attendue de personne, qui est comme arrivée comme une surprise v'là 2 jours. On est présentement le 6 janvier. Au début janvier. 4-5, c'est ça arrivait il y a pas longtemps. C'est une bombe qui vient de la part de Common Games. Parce que là, c'est comme ça qu'il s'appelle. On est à la Gen Con. C'est ça qu'ils disent dans les entrevues. C'est ce qu'ils disent dans les entrevues. Common Game. Nous autres, on les appelle quand même Simon parce qu'on est de même. Et Simon sont arrivés avec une annonce. En fait, c'est à partir d'un tweet de Eric Lang qui a dit Salut tout le monde, on travaille depuis à peu près 2 ans sur un projet, ça s'appelle Marvel United. Et là, un jeu de Marvel, des mini à pu finir, parce qu'évidemment, c'est Cool Mini or Not. Le or Not n'est pas là, dans ce cas-là, on s'entend. Mais il va y avoir une tonne de mini et tout ça. On sait à peu près rien du jeu. Ce qu'on sait présentement, qu'est-ce qu'on sait? On sait pas grand-chose. Ça sort au compte-gouttes à chaque jour. Ce qu'on sait à date, c'est que Simon a fait dans le fond, un partenariat avec Spin Master Games. Qui eux sont derrière les jeux comme 5 Minute Marvel, ils ont Hell Hydra, Sinister Six, lui on n'est pas obligé de le jouer. Une compagnie de l'Ontario, ça je pense. C'est-tu Wiggle 3D qui est d'Ontario? Wiggle sont canadiens, Spin Master, je suis pas sûr. J'ai un de leurs jeux que le jeu, la boîte est en anglais, puis dessus c'est marqué ce jeu n'est pas en français. J'ai fait quand même. Ils ont ça sur une coupe de boîte. Je me savais pourquoi, et là j'ai vérifié. C'est parce qu'en Ontario, à cause de la minorité francophone, faut que tu le dises ici. Faut que tu l'affiches. J'ai fait comme. C'est peut-être parce que c'est une compagnie ontarienne. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est que Simon n'a pas les droits de Marvel. Mais Spin Master, oui. Donc l'association était bénéfique pour les deux. Ils vont avoir des super belles mini de Simon, puis avec le gameplay d'Eric Lang. Il travaille là-dessus avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'avait pas envie de s'allier avec FFG. On se demande pourquoi. Ouais, là, c'est ça. Là, c'est nouveau, là, les jeux. Tu sais, les board games de Marvel, ça commence à sortir de partout. La bannière de Marvel Champion, puis Marvel... c'était leur grosse annonce de Gen Con. Alors moi, je fait comme FFG, Marvel. Ce qui est particulier, c'est qu'ils ont l'air d'avoir vendu à tout le monde. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de compagnies qui sortent des jeux de Marvel. C'est Disney, hein? Ouais. Ils ont donné une petite avance à FFG, mais quelques mois. Puis après ça, effectivement, là... il y avait déjà eu Thanos Rising avant, puis tout ça. Il y a Souboli, là. Il y en avait déjà eu quelques-uns qui étaient sortis sous différentes formes, Wakanda Forever, puis... blablabla. Puis c'est ça, puis ce qui a sorti à date, dans le fond, là, c'est vraiment pas grand-chose. On avait une image aussi, là, qu'on voyait les un teaser. Ça l'a refroidi les ardeurs de certains gens qui n'ont pas aimé l'allure des mini.
Parce que les mini ressemblent, pour ceux qui connaissent un peu chibi. Arcadia Quest, Ouais, c'est ça. c'est dans l'univers de Chibi. Pour ceux qui ouais, connaissent c'est pas ce qu'est le Chibi, en fait, en fait, c'est un mot, bon, c'est un mot japonais. Là. C'est ça. Ça définit généralement une petite personne, un bébé ou un enfant. Puis dans le fond, C'est un style visuel. Ouais, c'est un style visuel un peu enfantin, cartoonish. À la je manga, risquer un un peu à la peu. manga. À ce temps, toutes les séries dans animées le fond, ils ont un épisode chibi. C'est comme si t'avais un genre de bébé Iron Man, mais c'est Iron Man, mais il est comme dessiné bébé. Parce qu'on lui donne un look un peu plus simple, enfantin. L'idée, c'est de dire à l'auditeur, là, le Iron Man, là, il partira pas sa brosse, là. Il va pas tuer un enfant avec son char, là. Tu sais, c'est Iron Man cute, gentil, là. Ah non, mais Iron Man, il y a des BD de lui qui sont dark, Oui, là. des BD, mais tu sais, je pense qu'il partait des films. Là. Ben, ça, c'est pas Iron Man clair. 3, C'est pas clair encore s'il C'est part ça. des films ou s'il part des BD. Mais avec ce look-là, je c'est m'attends pas à de quoi de genre, t'es Iron Man, tourne une carte, tu bois, ou tu sais, c'est comme. Je sais pas, même, faut que je dise mon alcoolisme. Non, on va pas ça dans le jeu-là. Puis vu qu'ils ont pas donné au niveau, dans le fond, idée gameplay, ils voulaient pas aussi que les gens pensent que c'était un Arcadia Quest. Fait qu'ils ont tout de suite dit non, c'est pas un reskin. Les personnages, bon, ressemblent à ça, correct, mais ça va être un jeu coopératif. Fait que dans le fond, ce qu'ils ont annoncé à date, c'est que ça va être un jeu coopératif qui va réunir des héros comme, exemple, Captain Marvel, Iron Man, j'imagine, bien entendu, Captain America, puis Black Widow, entre autres, The Hulk, Incredible Hulk, pour aller combattre des vilains comme Red Skull et Ultron. On sait pas exactement le gameplay, ça va être quoi encore. On sait que ça va être un jeu coopératif où on va être ensemble pour combattre des schemes là, de vilains. Ils ont annoncé une date pour le Kickstarter? Il n'y a pas de date encore, ils disent que ça va être bientôt. Sur 2020, sur Q1 2020. Ça Donc peut être livraison 2021-22. Mais tu sais, il y a quand même moyen de s'emballer dans un sens où la personne qui est en train de le créer puis qui depuis 2 ans qu'il le design, c'est Eric Lang, qu'on connaît pour plein d'autres choses. C'est pour Cthulhu Death May Die, pour Blood Rage, Rising Sun et tout ça, qui a fait quand même plusieurs belles choses. Puis le deuxième, là, je vais vous avouer que en fait la deuxième, c'est Andrea Chiarvesio. Je m'excuse Andrea pour ton nom, je l'ai scrappé. Je la connais pas. C'est dans le fond ce que j'ai vu, c'est que c'est une personne qui a fait qui a designé la game, le jeu qui s'appelle Arcanum, que je connais pas. Non. Donc bref, ils travaillent ensemble pour développer ça. Puis la date n'est pas encore. Ah, puis ça fait 2 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent quand là-dessus. même beaucoup sur un board game. Là. Oui. Et ça vient de sortir, donc là éventuellement on va avoir une sortie Kickstarter. Là. Puis Spin Master Game, quand même, ils ont fait des bons jeux. Oui. C'est pas tous des coups de circuit, Non, on va être d'accord. mais- Mais généralement, je vais t'avouer que sans nécessairement me faire capoter, je suis intéressé à chaque fois qu'il y a un jeu de Spin Master Game, je vais dire, OK, parle-moi des mécaniques, parce que en général, la mécanique, je les trouve intéressantes. Puis là, Non, mais ils osent faire des choses différentes. Puis Ouais. des fois, ça marche super bien, des fois, ça marche pas. Puis c'est correct. essaye. Là. Exactement. Ouais, exact. Il essaye. Ils essaient de se démarquer, puis on aime ça. Puis si jamais ça s'avère être un gameplay qui est intéressant, je vous dirais qu'avec Simon, ce qu'on sait depuis le début de Zombicide, quelqu'un qui va kickstarter ça, il va en avoir pour son argent, mais solide. Il va avoir de la miniature, puis de la miniature, puis de la miniature. Est-ce que ça va tout le temps être pertinent? Je le sais pas. Mais... Ouais, Squirrel Girl, c'est un beau stretch goal. Là. Moi, je peux répondre à cette question-là si tu veux, ça va toujours être pertinent. Est-ce que t'aimes peinturer des figurines? Ah là, ça c'est une autre histoire. C'est ça. Là. Là, si tu réponds oui à ça, c'est sûr que tout ce qu'ils vont te donner en plus est pertinent. Mais j'ose imaginer que, étant donné qu'ils font le thème un peu plus chibi, peut-être que ça va être plus familial, accessible. Je le sais pas, on peut se tromper. Tu sais, je sais pas, Arcadia Quest, est-ce quelqu'un qui a joué ici? Ben, moi, j'ai pas joué à Arcadia Quest, mais pendant que tu parlais, j'ai fait une petite recherche. Puis l'auteur que tu as nommé, Andrea, lui, là, C'est lui, d'accord. c'est monsieur. aussi Wacky Race. Ah ouais, Wacky Race. Wacky Race, c'est Hyperborea, qui est un gros jeu quand même intéressant. Puis c'est aussi Kingsburg, Ah, Ah ouais, un ok, ça, classique. c'est un classique. qui est rendu un classique Il y Kingsburg. a quand Fait que même c'est de un quoi gars- faire. Puis il y en a d'autres là, que je connais dans sa liste. Là. J'ai nommé ceux que je pensais qui étaient peut-être les trop plus Ouais, connus. Mais Kingsburg, Kingsburg, c'est- c'est quand même un Ouais, gros ouais, jeu. ouais. Il y a de quoi faire. Ah, c'est intéressant, ça va être à suivre, c'est sûr. C'est sûr, ça suit. Mais C'est ça, Arcadia c'est- Quest, je sais que c'est un jeu qui est super bien coté. Ton- Ben, je pense qu'à ton part. vol l'a pas? C'est juste le look des Non, figurines, en c'est, fait. là. Ouais, Ils c'est sont le par look, c'est ça, Necromancer. c'est pas le gameplay. Mais qui a un look de figurine un peu similaire. honnêtement. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste le look des figurines. Fait que je pense qu'il n'y a pas de lien entre les deux jeux. Mais tu sais, Simon ou Command,
Ça peut être le meilleur comme le pire. Ouais. Comme jeu, ça peut être un skin de Zombicide avec des super-héros. Honnêtement, moi personnellement, c'est un peu ça à quoi je m'attends. Là. Mais ils vont peut-être me surprendre avec un autre de Révolution Death Medaille. Parce que moi, mon idée, c'est que s'ils ont été chercher quelqu'un d'autre, si c'était juste Simon, moi je suis un vieux, moi dire Simon. S'il avait juste été Simon, j'arrivais à t'as peut-être raison. Mais là, ça fait 2 ans qu'ils travaillent puis ils ont été chercher une autre compagnie. Puis Spin Master Game, habituellement, je m'attends à quoi d'un petit peu nouveau. Fait que peut-être qu'on va être à côté du Zombicide, on sera peut-être pas des kilomètres, mais je m'attends à un petit quelque chose de nouveau. C'est sûr que moi, personnellement, je fais partie de ceux que tu nommais tantôt. Le look des figurines, j'ai de la misère avec ça. Ce look-là. Ça va dépendre des jeux. Ça va dépendre des jeux. Tu nommais tantôt Chromaster que je joue avec mon gars. Ça fit dans l'univers que je veux pour ce type de jeu-là. Si je veux un jeu de super-héros, comment ça fait longtemps que j'attends un beau jeu de figurines. Le dernier jeu de figurines de Marvel que j'ai trouvé cool, c'est Marvel Heroes, qui est fin 90, qui venait avec des figurines préparées, qui était vraiment solide, mais c'est des figurines de même que je joue. J'ai peindré moi-même, c'est de quoi, là, mais c'est des figurines de même que je joue. Le petit côté de Chubby, moi j'aime moins ça. Je pense à notre collaborateur Vincent Guilbeault, qui lui joue beaucoup avec son garçon. Ouais. Pour lui, il a acheté Marvel Champion pour jouer avec. Tu me dis qu'en plus, il va y avoir un jeu coopératif avec des mécaniques pas nécessairement super compliquées. Hein. Tu sais, est-ce que c'est Marvel United, là, qui est un Warhammer de Marvel? Ça, c'est du complexe. Là. Ça, c'est Crisis Protocol. Ouais, c'est ça. Crisis Protocol, là, tu colles tes figurines, tes peintures. Ça, c'est plus du wargaming. C'est ça, c'est du gros jeu de stratégie. Là, ils vont dire, hey, toi, t'as un garçon de 8-9 ans, il trippe sur Hulk puis Iron Man. Le look des figurines l'intéresse. Je peux peut-être comprendre avec toi que s'ils visent un marché, on va dire de plus gros gamers, au niveau du look, ils le prennent à l'envers. Comme tu disais, Jules, moi, à voir ça, je me dis, ben ok, ils visent. Ouais, des fois, c'est des choix marketing qui finalement ils floppent. Si finalement c'est un jeu super gamer, puis tout, le look nous rebute, mais on va moins s'en attarder. Là. Puis Spin Master Game, il me semble que tous leurs jeux sont un petit peu dans cette esthétique-là. Leur jeu, même leur jeu le plus sérieux. Ils sont très cartoon. Ouais, c'est même leur jeu sérieux comme Wakanda Forever. Il y a un look quand même plus sérieux, là, je vais l'admettre, mais ça c'est quand même dessiné. Il y a une direction artistique. Ouais. Moi, je vais être bien intéressé que tu nous fasses un suivi là-dessus, Jules. À suivre. Curieux. Moi, je vais y aller parce qu'on va garder Philippe pour la fin. Une question intéressante. Alors, moi, je vais vous parler de. Dans une autre vie, j'ai déjà été scientifique. J'ai des diplômes sur les murs de mon bureau qui le prouvent. Malheureusement, ça fait pas. Japon, on est allé au cégep ensemble. Malheureusement, je n'ai jamais vraiment pratiqué la science. J'ai toujours gardé un intérêt quand même à suivre les recherches scientifiques. Et il y a ça maintenant quelques semaines, je me gardais ça dans mon florilège de nouvelles ludiques à sortir. Et l'Université d'Édimbourg, en Écosse, a fait une étude dont l'hypothèse, c'était de voir quel est l'impact des jeux sur le développement du cerveau. Bon, ça veut dire que c'est pas nouveau comme type d'étude, mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est que l'Université d'Édimbourg, sans rentrer dans les noms des protocoles puis des noms de groupes, il y a un groupe de gens qui suivent depuis qu'ils ont 11 ans. Et ça, ils ont commencé ça dans les années 40. Donc, c'est des gens qui ont suivi pendant plus d'un demi-siècle. Et là, maintenant, ces gens-là sont rendus dans leurs années 70, leurs 70 ans. Leurs années 70, ouais. Et. Il tripe bien fort. Un retour du pays, celle-là. Et leur hypothèse, c'est que, bon, à cet âge-là, normalement, les dégénérescences psychologiques commencent, donc Alzheimer et compagnie. Puis c'était de voir, est-ce qu'il y a quelque chose que les gens peuvent faire autre que la médecine, autre que la drogue, puis la drogue dans le sens spécifiquement, on est dans les années 70. pour réduire ça. Et donc, par leur protocole, l'hypothèse qu'ils ont un peu soutenue, donc par le résultat, c'est que des gens, donc là, on va s'adresser à nos auditeurs qui ont des grands-parents, peut-être un peu plus, et qui peut-être, genre, le grand-parent, les jeux, moi, je joue au bingo, puis je fais des mots croisés. Pis au bridge, mettons. Ouais, au bridge, puis c'est tout. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ce groupe-là, un groupe, donc, de plus de 1000 personnes, donc ils ont quand même un très bon échantillon. Ils ont répété ces tests-là à chaque 3 ans, jusqu'à temps que les gens aient 79 ans. Fait que c'est pour pouvoir mesurer de 70 à 79 ans l'effet de ça. Donc, un échantillon de 1000 personnes qui ont fait sur plus de 10 ans. Donc, c'est quand même une grosse étude.
avec des résultats assez complets. Ils ont demandé aux gens un groupe témoin de continuer à faire ce que vous faisiez. Donc, continuer à jouer au bingo, jouer aux échecs, faire les mots croisés. Ça ne changeait pas. Mais à l'autre partie du groupe, ils ont dit faites des jeux de société. Commencez à faire des jeux de société. Alors qu'ils ont suivi donc pendant 11 ans. Ils ont factorisé là-dedans l'éducation que la personne avait, les conditions socio-économiques, etc. Donc, ils ont factorisé ça pour un peu évaluer. Et leur conclusion est donc de dire que quand une personne joue à des jeux de société lorsqu'elle est dans sa 70aine, ça a des effets positifs sur justement sa mémoire, sa résolution de problèmes et sa vitesse de réflexion. Fait que t'es pas obligé d'avoir commencé à jouer à 25 ans. OK. Juste le fait de commencer à jouer alors que tu es dans les 70 ans, ça a un effet à l'intérieur de la même décennie. Donc, le changement, donc le fait de faire un effort de jouer à des jeux, ça va aider la personne à améliorer ces 3 stades-là, mémoire, résolution de problèmes, vitesse de réflexion, qui sont des grandes pertes normalement pour les gens dans ces époques-là. Donc, pour nos auditeurs, si vous avez des grands-parents, allez gamer avec eux. Allez gamer avec eux. Je sais qu'on pense pas souvent à ça. Moi, je fais des casse-têtes avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle aime ça jouer aux cartes, mais là, j'ai amené Skip-Bo. Fait que là, on commençait à jouer au Skip-Bo, qui est une première étape. Là, mon objectif, c'est d'arriver avec Custom Heroes à un moment donné. Un ami. Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, d'y aller un petit peu lentement, mais de dire que si vous voulez faire un beau cadeau à vos grands-parents s'ils approchent cet âge, ben dès le début, dès la fin de la soixantaine, commencez donc à penser à essayer de les faire gamer un peu. Puis vous avez cette étude-là de l'Université d'Édimbourg. Malheureusement, l'article que j'ai ne mentionne pas les jeux qui ont pris. Non, c'est ça. Bon, on voit que ça a été publié dans le journal de la gérontologie de la Grande-Bretagne, mais ça a été publié 27 novembre 2019. Donc, 27 novembre 2019, Université d'Édimbourg, googlez ça. Vous allez être capable d'avoir l'extract gratis. Il y a un petit peu plus de détails, mais je pourrais donc vous dire, vous avez un argument pour inclure une section de la famille qui, en tout cas, moi, dans mon cas sont généralement très récalcitrants à essayer les jeux. Fait que vous avez un bon argument pour eux. C'était la nouvelle pour vous, messieurs. Intéressant. Super intéressant. Ça. C'est quelque chose. Je trouve ça très intéressant, mais je trouve pas ça surprenant, par exemple. Non, puis. C'est parce qu'il y avait déjà eu, il y a 5-10 ans, j'avais déjà lu une étude similaire sur les jeux vidéo. Ouais, ok. Dans le fond, l'idée est de garder la tête stimulée. Pour le simplifier au maximum. Là, puis je me rappelle plus les détails de l'étude, ça fait trop longtemps, puis là, je pourrais pas. Mais c'était quelque chose de similaire, qu'il y avait eu un échantillon de population assez âgé, là, je pourrais plus dire l'âge exactement. Mais ça tournait autour de la même idée. Fait que dans le fond, c'est de garder dans le jeu de société, par définition, tu as des problèmes cognitifs, même s'ils sont simples, tu as des problèmes cognitifs, tu as de la gestion sociale à faire, tu peux avoir une gestion de paquets de choses, de ressources, de cartes, de bains des cossins. Fait que ça garde la tête. C'est une façon différente de garder la tête occupée. Ouais. Le jeu vidéo, là, il avait fait une étude similaire il y a une décennie. Ah, puis c'est aussi bon pour les enfants aussi à l'inverse. Oui, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement à l'école. Le développement, l'apprentissage par le jeu pour les enfants, soit à la maison, soit à l'école. Au primaire, tu t'enseignes au primaire, vous devez le faire beaucoup puis aussi. Autant cognitif que social. Il n'y a rien de tel pour en avoir 3-4 qui sont gênés dans un coin que de les faire jouer un petit jeu ensemble, un jeu de société que tu installes, qui est adapté pour eux autres, puis avant longtemps, ils finissent par avoir beaucoup de plaisir, puis à interagir comme s'ils étaient des amis depuis longtemps. Fait que peu importe l'âge, le jeu de société, c'est toujours une bonne introduction, une bonne façon de se développer autant cognitivement que socialement, selon moi. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu amenais, dans le fond, ce qui est différent de l'habitude, parce que souvent, c'est ça, on est dans le monde de l'enseignement, là, 3 sur 4. Là. Ouais. Puis on le voit, là, on amène beaucoup de jeux au primaire, il y a beaucoup de choses qui sortent. Là, présentement, on va peut-être avoir la chance d'essayer un jeu d'évasion qui va peut-être nous... C'est vrai, les formations. Des formations pour les enseignants. Les orthopédagogues aussi vont jongler beaucoup avec les jeux pour développer certaines choses spécifiques chez des enfants qui ont des troubles. Exactement, puis ça aide justement là, pour être capable d'avoir des meilleures discussions et tout ça, mais pour ce qui est des personnes plus âgées, ça revient. En tout cas, comme dit le Philippe, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant, mais c'est pas quelque chose qui revenait tellement dans les discussions. On parlait beaucoup de développement de l'enfant, tout ça, mais
rendu là, les personnes âgées, ça en tout cas, moi, c'est pas un point que j'avais vraiment soulevé dans mon entourage. C'est rare qu'on parle de ça, fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes ça. Puis moi, avec mon passé scientifique, c'est sûr que j'aime les détails. Tu sais, moi, les vieux, quand on leur fait jouer à des jeux, ils vivent moins crackpot vite. Là, je prends un langage d'un de mes cousins, mettons. Mais j'aimais le dire, bon, n'importe quoi, ça. J'attends là, 1000 personnes suivies pendant 11 ans. C'est un groupe qui suivent depuis... C'est une étude sérieuse. Depuis 1940. Là. Je veux dire, hey, on n'est pas loin de 80 ans qui suivent ce monde-là. Là. Je veux dire, ils connaissent ce monde-là. Les facteurs sont capables de les isoler. Là. En même temps, je sais que ce cousin-là, je viens de dire trop, il me suivrait plus. Mais je serais capable quand même... Non, mais c'est parce que là, je te dis, les facteurs, tout ça. Mais je serais capable de... Mais je te dis, non, c'est sérieux. Là. C'est parce que comme tu dis, Philippe, ça, c'est le fun de la science. La science fait souvent, genre, tu sais, l'idée que tout le monde vous avez, que vous dites, non, c'est le gros bon sens, ben, on vient de le mesurer, puis oui, le gros bon sens avait raison. Tu sais, c'est comme ça, on l'a mesuré, là. Okay. Good, le gros bon sens avait raison. Allez, merci les gars, je suis content que ça vous intéresse. Je vais garder un œil ouvert pour ces nouvelles scientifiques. Un plaisir. Si je comprends bien, je vais terminer. Oui, c'est ça, à toi. Sûr qu'après un sujet si sérieux, je tombe dans le beaucoup plus léger et beaucoup plus ludique. Dans le fond, moi, je voulais partir une petite conversation, un petit questionnement avec vous concernant ces fameux protecteurs de cartes, à défaut de meilleurs mots en français. Communément appelés dans la communauté des bonnes vieilles sleeves. Fait qu'un jeu ça n'a rien à voir sleevé... avec vos chandails. Non, ça n'a rien à voir avec tes manches. Fait que tes sleeves, quand tu sleeves tes jeux, qu'est-ce que tu sleeves? Fait que dans le fond, moi, j'avais envie de vous demander, tu sais, sous 3 axes. Oh, tabarouette. 1, quel type de jeu est-ce que vous sleevez? 2, est-ce qu'il y a des marques que vous préférez davantage? Est-ce qu'on fait un choix de marque? Puis est-ce que le choix de marque dépend du jeu? Puis 3, par rapport au prix que tu as payé ton jeu, combien tu es prêt à investir pour qu'il soit sleevé? Moi, je vais tout de suite te répondre à 1 puis 3. Je suis un peu OCD là-dessus. Moi, j'ai un jeu avec des cartes, puis on dirait que dans ma tête, c'est quand même tes sleeves. C'est peut-être pas tes sleeves. Ah, ok. Je suis comme un peu comme... C'est comme un démon des sleeves. Ah, je sleeve. Ouais, toi, tu sleeves tous tes jeux. Oui, je sleeve tous mes jeux, puis... Pas des petits sleeves cheap. Ben non, généralement non. Tu sais, honnêtement, c'est sûr que maintenant, j'étais un peu comme... Des fois, il y a des jeux, je suis comme, ben, j'en joue 2 fois, là. J'en ai des sleeves, là. Je vais réutiliser mes sleeves. Mais j'ai comme un... C'est pour ça que je suis comme la pire ou la meilleure personne, là. Parce que moi, les sleeves, j'ai une compulsion à tout sleever. Ça vaut-tu toujours la peine? Tu sais, je vais prendre un jeu. Je sais que tu le possèdes pas, mais je te donne un exemple. Tu sais, Hero Realms ou Star Realms, qui sont des petits jeux à la base. Il y a 50 cartes. 100 cartes? Non, c'est une petite boîte, là. C'est une petite boîte. Mettons qu'il y a 50 cartes. Plus tes cartes de points de vie, tout ça. Fait que t'as 50 cartes, ça va te coûter, si tu veux acheter des sleeves de bonne qualité. Ah, plus que le jeu. Ça va, non, mais le jeu va coûter 20$. T'achètes un paquet de santé, 2 paquets à 5$, une dizaine de piastres pour sleever un jeu qui en coûte 18$. Ça vaut la peine? Ben, mentalement, je fais la réflexion, non. Puis là, je vais m'en retourner, puis j'ai un paquet de sleeves à 10$ dans les mains pour sleever un jeu à 20$. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Mais toi, David, t'as quand même pas mal de jeux. Sleeve ou no sleeve? Moi, je suis pas un gros sleever, pour vrai, les gars. Toi, non, hein? Je sais pas, on dirait que je reçois tellement de jeux aussi que, à un moment donné, si je me mets à toutes les sleever, ou... tu sais, il y a des jeux qu'on reçoit, tu sais, on joue 2-3 fois, on fait le vidéo, puis le jeu tombe dans l'oubli. Tu sais, je vais-tu aller m'acheter des sleeves pour pouvoir les mettre sur ce jeu-là? Peut-être des jeux que j'ai depuis longtemps, que j'ai plus tendance à mettre. Mettons mon Clank, là, je sais que c'est un jeu que j'aime bien, que je pourrais ressortir n'importe quand, mais lui, il va être sleevé. Surtout les deck building. C'est ça, j'avais hâte qu'on arrive. Parce que les cartes, t'es brasses souvent, t'es manipules beaucoup, en fait. Là, c'est plus ça. Souvent, un jeu où les cartes sont sur le plateau, tu prends la carte du plateau, tu la mets à côté de toi, puis elle reste là tout le reste de la game. Ça vaut pas tant la peine. J'irais aussi, tu sais, oui, deck building, mais j'irais aussi avec des jeux simples, des jeux de cartes, l'exemple Love Letter. Là. Tu veux qu'il soit sleevé, parce que si un petit coin croche, tu le sens maudit que c'est le baron la prochaine fois que tu vas le tirer à la carte. Hey, c'est le baron. Non, mais c'est niaiseux. C'est notre copie à l'école, on le sait, là. On joue avec des élèves, des fois, je leur dis pas qu'il y en a une de brisée, fait que là, je trouve toujours leur carte. C'est le secret sorti. Fait que dans le fond, toi, David, je comprends bien, je joue un peu la même chose, ça va dépendre du type de jeu, de la fréquence d'utilisation. Ouais. Ce qui est intelligent. Ce qui est à base le plus brillant. Oui, c'est ça. Puis je renchéris aussi. Moi, je suis pas un sleever de qualité. Là.
Ouais, je comprends. Moi, les sleeves, là, je vois avec les fameuses Mayday là, que tout le monde connaît dans l'univers du board game, on s'entend. C'est pas cher, ça fait un job. Puis pour vrai, depuis que j'ai ça, tu sais, j'ai Legendary Marvel, je l'ai sleevé, je pense, la seconde où le jeu a sorti de sa boîte. Puis j'ai aucune carte d'abîmée. Hein. Puis j'ai joué là, plusieurs games. T'as tout le temps une sleeve à un moment donné qui finit par déchirer tout ça. Tu l'enlèves, tu remplaces. C'est sûr que ça se brasse pas super bien. Encore là, moi je trouve pas. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont un peu plus piqués. Je connais certaines personnes. Louis-Philippe pourrait nous en parler. Mais ça sent bien. C'est sûr qu'au niveau de la qualité, je peux comprendre. Puis là, en même temps, il y a un autre débat qu'on pourrait avoir sur le back des sleeves. Est-ce qu'on va mettre quelque chose d'opaque? Moi, j'aime bien garder l'aspect du jeu. Il y en a qui vont dire, ouais, mais là, moi, je vais mettre un back opaque, mettons, toi, des cartes bleues, des cartes... Ça dépend du jeu, on dirait, mais en même temps, si les personnes qui ont fait le board game ont fait un back à la carte, c'est parce qu'il fait partie du jeu, c'est supposé être beau. Mais en tout cas, ça c'est mon avis. Je vais dire, ça va dépendre des jeux. Je vais te prendre mon Legendary, par exemple, puis peu importe le Legendary, ils se sont pas forcés sur le back des cartes. Là. C'est vrai, ça. C'est écrit Legendary en oblique sur un fond bleu. D'accord avec toi. Fait que eux autres, ils seraient tous, si ça ne coûtait pas si cher, ils seraient tous slivés avec des back opaques. DC Deck Building Game, moi je suis un mauvais exemple. Moi, je suis le seul qui n'a pas encore répondu à la question. Moi, je suis un sliver avec les Deck Building. Fait que tout ce qui est Deck Building que j'ai chez nous, même si j'ai joué juste une fois, il est tout slivé. J'attends généralement la deuxième fois que je joue, juste pour être sûr qu'il ressorte une deuxième fois. Mais sinon, généralement, il est slivé. Puis les jeux que j'aime beaucoup, je vais avoir l'air fou. J'aime ça qu'il ait l'air, que ça paraisse que je l'aime beaucoup quand il sort. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, moi, quand je sors mon DC... C'est ton petit côté de luxe, là. C'est mon petit côté luxueux. Tu sais, quand je sors mon DC, il est sleevé avec des sleeves personnalisés Batman au complet. J'avais 800 cartes dans ce jeu-là. Tu sais, fait quand il sort, les gens font comme, oh, ok, tu l'aimes ce jeu-là. Il y a quasiment autant d'argent dans les sleeves que dans le jeu. Puis je veux dire, t'as des expansions que t'achètes pas parce que t'as plus de sleeves Batman. Moi, j'ai arrêté d'acheter des sleeves ici parce qu'ils sont discontinués. Là, j'ai trop de sleeves, ça me tente pas de tout le désleever pour racheter des sleeves de Justice League, mettons. Mais ma deuxième boîte, qui s'appelle Rebirth, là, il est sleevé Justice League avec des sleeves personnalisés de Justice League. Il est free de même. Tandis que le Legendary Predator, que j'aime beaucoup, lui, il est sleevé tout dans des paquets de cartes de différentes couleurs. Fait que sur le plateau, les trappes sont jaunes, les wounds sont rouges, la jungle est verte. Fait que c'est facile à voir parce que c'est un des problèmes du jeu. J'avais essayé de sleever Alien comme ça, mais il y a trop de cartes qui changent de deck. Finalement, il finit tout noir. Fait que tout bleu, tout noir, ça change pas grand chose rendu là. Mais oui, moi j'aime beaucoup sleever, puis j'aime surtout sleever les deck building. Dans le fond, il faut qu'il y ait une grosse manipulation. Aeondian, il n'est pas sleevé. J'ai un petit deck de 10 cartes qui est sleevé dans Aeondian, c'est les tours de joueurs que tu brasses très régulièrement. Le reste des cartes Aeondian, c'est pas un deck building que tu brasses tes cartes. Moi, un splash de liqueur sur le plateau, ça me dérange pas tant. Surtout à tout ça m'est arrivé souvent. Entre autres à Too Many Bones, et je confirme que c'est un jeu qui est waterproof. Ou sur StarCraft. ou sur StarCraft. Et le jeu est complètement scrap, mais les cartes sont lisibles, ça me dérange pas tant. Rendu là, puis le paquet de cartes, il est scrap au complet. Fait que là, si t'es hâte de te rappeler chaque deck de cartes décolorées, t'es fort. Tu mérites de connaître tes cartes par avance. Puis aussi, les sleeves opaques, ça peut régler des problèmes, des fois, d'édition, que les éditeurs ont fait des erreurs. C'est comme. Moi, j'ai Tyrant of the Underdark, que le jeu de base, le back est plus foncé que celui de l'extension. C'est comme. Come on, là. C'est quoi ça, cette erreur-là? Fait que tu sais, peut-être aller mettre des sleeves opaques, ben là, au moins, tu règles le problème, parce que tout est uniforme. La première édition de Legendary X-Files, qui avait eu un problème sur le dos des cartes. Gratis. J'ai fini par l'avoir gratuitement le jeu, mais ça a pris quand même beaucoup de mois. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit tu aurais pu juste acheter des sleeves opaques puis régler le problème. Parce que dans le fond, il y avait une erreur d'impression sur le dos d'à peu près 30% des cartes du jeu. Mais grosso modo, c'est un peu comme si, pour ceux qui connaissent Legendary Marvel, mettons, c'est un petit peu comme si il y a juste 10% qui a des erreurs, mais c'est tes strikes puis tes c'est un type de carte spécifique. C'est des strikes et scheme twist qui ont un problème dessus. Fait que quand c'est eux autres qui sont sur le top, tu sais que c'est ça qui s'en vient au prochain tour. Fait que c'est problématique. Puis il y avait aussi Aeonzen Legacy. Moi, j'ai vécu la même chose dans le sens où moi, j'ai la deuxième édition du jeu, mais j'ai une expansion de la première édition. Le bac des cartes, il y avait une certaine différence pour certaines cartes. Donc là, c'est sûr que ça pourrait être intéressant d'avoir des sleeves opaques, peut-être. Moi, je dirais que moi, j'ai tendance à tout sleever, compulsif. Parce que je suis très maladroit dans la vie.
Hein, le Philippe? Oui, je Tu mets des confirme. bombes, on le confirme. Plus qu'une fois, il y a un. Irriston? Non, c'était pas toi. C'est pas moi, c'est pas Irriston. moi. Whoop, J'étais tellement content que c'était pas moi, j'avais pas une fois que c'est pas moi qui scrape. Mais c'était ton jeu. Ouais, c'est ça, ben là, c'est. Mais c'est pas que ça m'a pas fâché du tout. Le nombre de fois que c'est moi qui ai droppé un verre, là, j'étais comme, ah, pour une fois Ça, quand même, on le racontera un autre épisode, mais j'ai rarement vu une réaction de joueur autour d'une table comme cette fois-là. On regarde ça pour une autre fois. Mais, fait que moi, je sleeve tout. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Lou Philippe, moi tout. Je suis comme, des fois, je sleeve, puis je suis comme, ça sert à rien, mais tu sais, c'est comme un passe-temps, j'écoute la TV, puis je sleeve, là, tu sais. Mais c'est vrai que c'est relax, sleever. Ah, moi, c'est mental. Ouais. Ah oui, c'est la méditation. Tu sais, un petit 15 minutes de sleeving avant de te coucher, t'es relax. Ah oui, c'est ça, mais c'est un geste répétitif que tu fais. Par contre, de sleever m'a comme provoqué dans certaines situations un faux, ben pas un faux besoin, mais un autre besoin. Et là, je m'explique. Exemple, Wingspan. Wingspan, un jeu très populaire. Pas un jeu que tu brasses tant que ça les cartes. T'apprends à t'amener sur ton bar, la reste sur Au début, tu brasses le paquet, tu mets là, on va piger de ça, puis t'es prends tes places, c'est tout. Tu brasses une fois par game. Mais moi, dans ma maladivité, pas un vrai mot, mais c'est pas grave, je sleeve tout. Mais là, le paquet de cartes, là. Il était épais en tabarnak. De 180 cartes, pas slevées, puis 180 cartes slevées, il tient plus debout. Ouais, puis souvent, les inserts des jeux prennent pas en considération Les sleeves. l'épaisseur des Ah. sleeves. Fait que là, t'es comme, bon, mais là, mon insert marche plus. Faut que j'achète un nouvel insert. Ah ouais. Puis après, c'est pas tout. Là, maintenant, quand je mets le paquet de cartes, là, il a l'air de la tour de pisse. Ah, ben là, il faut que j'achète un rack à cartes. Une espèce de fer faite en plastique pour mettre les cartes. Pour que ça tienne. Pour que ça tienne. Parce que là, même, tu veux pas mettre une carte, t'appelles, ça s'effoire. Finalement, ça coûte plus cher l'accessoire que le jeu lui-même. Wingspan. Pour certains jeux, Ouais, Wingspan de Wingspan, patte, oui, il y a beaucoup plus d'accessoires Oui, que de jeux là-dedans. oui. Mais en même temps, comme tu viens de dire, Louis-Philippe, quand tu sors ton DC Deck Building Game, et moi, DC Deck Building Game, j'ai joué comme 300-400 fois facile. Là. Quand je joue avec toi, par exemple, moi, il y a un niveau de plus, je suis comme, alright, là, c'est sérieux, là. Batman, il est sur la table, là. Je suis obligé aussi de dire que les besoins que Pat se crée sont parfois contagieux. Parce que ça, je me rappelle plus si c'est David ou Jules, c'est Jules qui l'a nommé tantôt. Moi, dans ma maison, j'ai quelqu'un qui joue pas avec des sleeves cheap. Je joue pas avec des jeux cheap non plus. Je joue pas avec des jeux cheap non plus. Puis ça, c'est très drôle parce que, là, je parle évidemment de ma femme. Tu sais, ma femme, elle, brassait 2 cartes puis ça s'accroche, là. Non. Fini. Bye. Les sleeves m'aidaient, là. Est-ce que t'as un autre jeu? C'est terminé. Fait que moi, si la sleeve est en bas de 3,50, le paquet de 50 sleeves, on oublie ça sort pas. Fait que ça c'est du table chez premium, nous. mais plus. Fait que moi, Et j'achète boy. quasiment juste du premium. Sauf des fois, pour certains jeux comme Marvel, j'ai quelque chose comme 2800 cartes, je sais pas trop. Ça l'est pas encore, mais tu sais, il va se faire éventuellement. C'est juste qu'il faut que je le fasse d'un coup. Fait que c'est un gros montant à mettre d'une shot. C'est pas comme si je l'avais commencé initialement quand j'avais acheté la première boîte. Mais tu sais, Wingspan est un très beau exemple parce que ma blonde, quand elle jouait à Wingspan, elle jouait avec la boîte de pâtes en premier. Là, je l'ai acheté plus tard. Là, je l'ai sorti à un moment donné. Elle a dit Il est non. plate ton Wingspan? Non. Là, tu vas aller acheter des petits tokens individualisés, tu vas acheter des sleeves qui ont Seigneur. l'allure, puis tu vas m'acheter quelque chose avant que ça ressorte. Là, c'est pas vrai qu'elle joue avec ces œufs-là. C'est bon, ok. C'est Ouais, ça. j'avoue que quand tu pars des petits cubes à des meeples d'oiseaux Custom, peints à la main ouais. custom. Ben, en même c'est comme, temps, ouais. je la comprends, dans la Oui, mesure où, tout à fait. tu sais, ce jeu-là, tu peux aller le resserrer en attendant, va en chercher un des 372 autres qui sont dans le sol que Exact. j'aime. Puis t'en as déjà d'autres plein. Il est pas qu'il est pas bon, on va rejouer tout à l'heure. Il y en a plein d'autres. Fais tes devoirs. Quand il sera à mon goût. Fait que j'ai un standard que je dois atteindre si je veux qu'il sorte. Une chance qu'elle écoute pas les Ben, podcasts. Des gamers de. Non, elle fait bien l'écouter parce que là, on va dire, mais Non, pourquoi mais- elle même? Elle t'a pas marié pour rien, hein? Il y en a souvent des gamers de luxe, là. Ça Oui, cache oui, pas. oui, Ben oui. Hey, notre temps, il est précieux. J'en suis quand même un, en toute honnêteté. Puis ça vient aussi du fait, je vais revenir à un sujet qu'on a abordé tantôt, ça vient au fait que j'en achète moins. Fait que ceux que j'achète, que j'aime beaucoup, j'aime acheter des accessoires qui viennent avec, j'élargis un petit peu le sujet. Là. Non, On, mais en t'as raison. on avait déjà eu la conversation à la Oui. chronie avec l'insert qui sortirait pas s'il n'y avait pas autant d'insert. Les sleeves, pour certains jeux, surtout les deck building, c'est un peu ça. Oui. Pour ceux qui le savent, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont d'accord, puis il y en a plein qui me trouvent fou. Des cartes slivées premium, ça se brasse bien. C'est quoi Ouais, de le fun? ça se qui vient avec manipule mieux. Ouais. Puis pour terminer la conversation, est-ce qu'on a des marques Ouais, préférées? les marques. Ben, je pense que mon plus vieux, on a la même, là, c'est Ouais. Philippe qui me l'a fait découvrir. Je pense que quand tu découvres cette marque-là, t'es comme ah, ok, elle n'est pas disponible en magasin. Puis c'est malheureux ou c'est rarement disponible en magasin. Ça dépend des tailles. Là. Moi, je l'ai vu plus dans les magasins online. Là, puis Ouais. c'est comment qu'elle s'appelle C'est les sleeves de la compagnie NSKN Games. Puis c'est les Paladin Sleeves. Ouais, ça, ben, ils, ont Ouais, ils tout- font des Ah, Kickstarter, oui, eux autres. oui, Ils oui, font, c'est ça. ils font à peu passé près ça une sur campagne Kickstarter. Kickstarter par année. Puis c'est ça qui m'a donné l'idée du sujet parce que le Pledge Manager va ouvrir prochainement pour la dernière campagne que j'ai supportée. Puis eux autres, ils vendent des sleeves
que je considère comme étant à peu près les meilleurs sur le marché. Mais les meilleurs, à part si tu montes dans le très haut de gamme, comme les Dragon Sleeves, Dragon Shield, Dragon Shields, ouais, j'en ai quelques-uns qui sont aussi, comme ouais. 10$ le paquet de 20. Puis Ils sont 10$ le paquet de 50. Ouais, mais c'est des sleeves de deck de Magic. Oui, c'est ça. On a des cartes qui valent extrêmement cher. Des cartes super chères dedans, tu peux quasiment brûler, puis ça passe pas au travers. Tu fais pas de Black Lotus dans une BD. Là. Non, ouais, puis moi, j'en ai des Dragon Shield pour certains jeux, là. Puis même des fois, moi, t'avouer que, ok, oui, ils ont super qualité, super solide, super fini. Mais des fois, je trouve que au niveau de la brillance, parce que quand tu es un fan de sleeve, la brillance, c'est genre, si je tiens ma carte, puis elle brille tellement. Ça te brûle les yeux. Ben, quand je vois pas la carte, tu es obligé de tenir la carte dans surtout quand on fait des vidéos, nous autres avec, après. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, puis moi, le gros facteur, comme. Moi, de base, je vais pour le Mayday, parce que le Mayday, il est cheap. Fait que du temps qu'à être pogné à toutes les slivés, au moins, il est slivé cheap. Puis quand j'aime le jeu, j'y vais pour le Paladin, parce que je trouve qu'ils sont épais et serrés, tight. Fait que souvent... Bien moins épaisse. Ben, c'est que tu disais ton insert, t'as pas prévu qu'il y allait avoir des sleeves? Avec Paladin, c'est pas si grave que ça. C'est moins grave que d'autres. Moi, il y a des jeux que j'étais comme slivé, ça marchait pas. Le film me dit, attends une seconde, t'as touché un paquet, c'est un jeu de 10 cartes. Ce que j'aime beaucoup pour cela, c'est que le modèle classique américain, là, le type de carte qu'il y a tout le temps dans tous les jeux, là, le type de carte Marvel, cette sleeve-là est exactement de la grandeur de la carte. Oui. Parce que les sleeves de Fantasy Flight, par exemple, qui est peut-être l'autre grosse compagnie qui font beaucoup de sleeves, la sleeve va dépasser de quasiment un demi-centimètre ou un centimètre vers le haut de la carte, puis de quelques millimètres en largeur. Ouais. Fait que il y a quelque chose de floppy dans ta carte. Ouais. Les sleeves Paladin sont juste le format de la carte pour tous les formats, puis il y a un vrai 72 formats. Il y a plein de tailles. Le plus difficile à trouver, c'est le standard, l'américain standard. Le type de carte Marvel, c'est le plus dur à trouver. Mais toutes les autres, ils se font aussi. Les petites, les grandes, les cartes tarot, les cartes carrées. Puis comme c'est des campagnes Kickstarter, ils en refont de temps des nouveaux formats. Fait que je te mets au défi de trouver un jeu qui a des cartes qui n'ont pas la taille. Ils ont toutes. Moi, les Seven Continents, j'ai réussi à en trouver sur Board Game Bliss. Ouais. Les sleeves Paladin, c'est des Gawain. Puis j'ai tout slivé mon Seven Continent avec ça. C'est pas des Key? Oui, c'est Key. Oui, Key, c'est lui le sonore. Parce qu'ils ont tous des noms de chevaliers de la table ronde, les sleeves Paladin. Ah, ben oui. C'est thématique pour les sleeves. Les sleeves classiques, c'est les Perceval. Les mini, c'est les Arthur. Puis les carrés, c'est les Key, si je me trompe pas. Les européennes, c'est les Gawain, les Gawain. Ouais. Et puis ça, ils ont tous des noms, mais ils ont tous les formats. La seule affaire plate, c'est qu'il faut t'attendre leur Kickstarter. Puis, ben, des fois, j'ai un jeu, puis comme j'ai pas envie d'attendre 8 mois pour le sliver. Ouais, c'est ça. Une fois que tu back rarement. Les boutiques en back, des fois un peu, mais c'est limité. Si tu les achètes en Kickstarter, c'est sûr que là, on parle d'énormes volumes, mais si tu les achètes en Kickstarter, ils viennent vraiment pas cher. Parce que ça, si on parle de sleeve, que d'habitude, ça va se vendre à 3 à 4 $, mettons, le paquet de 50, à peu près, ce type de sleeve-là. 5$ le paquet de 50. Tu sais, entre 3 et 50, 5$, mettons, le paquet de 50. Là, c'est sûr, je fais des exemples, mais tu sais, la dernière campagne Kickstarter, mettons, la plus grosse tranche, c'était 350 pour 300 paquets. Fait que ça revenait à 1,15 le paquet. C'est sûr que pour une personne, c'est trop, mais tu sais, 5, 6, 7 personnes qui se mettent ensemble, ils en prennent chacun 50 paquets. T'as de quoi à faire là, pour que ça revienne pas cher. Faut que tu te mettes en gang, mais ça vaut à peine, ou quand t'es une boutique. Oui, c'est ça. C'est souvent ça qu'ils font, les boutiques d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils en ont pendant une couple de mois après le mois de septembre, quand la livraison est faite, puis après, ils n'en ont plus le reste de l'année. Ouais, puis la compagnie envoie des échantillons aussi avant ses campagnes. C'est pour ça que tu me demandes à moi, c'est quelle la compagnie qui fait les sleeves de meilleure qualité? Paladin. C'est-tu eux autres? L'affaire, c'est que, en même temps, les colis, des fois, c'est 9 mois avant d'attendre pour sleever mon jeu. Non, je commencerai pas à me tenir un lot de 2000 sleeves au cas où. Je suis maniaque, mais il y a des limites. Fait que c'est pas que je le regarde, je vais sleever avec du cheap. Si je l'aime tant que ça, j'upgraderai du Paladin. Je verrai tout à l'heure. Ouais. Je suis d'accord. Good, bon ben, toi Jules, as-tu déjà sleevé? Ben écoute, moi, tous mes deck building sont slivés. Okay. C'est sûr que là, tu sais, j'y repense, je vous écoute parler, puis vous êtes quasiment en train de... On crée-tu des besoins? Crache dessus que t'es parce que non, mais c'est parce que c'est vrai que si je regarde mon jeu de Legendary Marvel, que j'ai joué maintes et maintes fois, là, pour vrai, là, si j'ai pas joué 20 fois, j'ai pas joué une fois. Puis c'est vrai que là, maintenant, tu regardes les sleeves, là, ils commencent à être fripés. L'usure. Quand ça fait longtemps que tu l'as pas sorti aussi. Ils collent ensemble. Exactement. C'est sûr qu'il y a de quoi, mais moi au final, ce que je veux, c'est que le jeu reste beau. C'est que quand je vais sortir les cartes de dedans, les cartes vont être comme quand je l'ai acheté finalement. Fait que c'est ça le but de la sleeve. C'est sûr que là,
on est à un autre niveau quand tu veux vraiment que la sleeve reste belle puis que ça soit thick, là, pas thick, là, mais en tout cas, je pense que vous comprenez les épais. l'épaisseur. Puis que, tu sais, la manipulation, tout ça, je comprends. Mais moi, en même temps, je veux pas arriver à ça. Je suis vraiment pas loin d'arriver à ça, vous écoutez parler. Mais il reste que moi, le but premier, c'est de garder le jeu comme il est. Parce que veux pas, on est un petit peu collectionneur, là, les board gamers, on s'entend. Là. Puis on veut garder ça beau. En tout cas, je veux vraiment pas créer de besoin, mais le Pledge Manager s'ouvre dans quelques jours, puis moi j'ai 300 paquets à distribuer. Mais attends, on va jaser de ça. Ouais, je sais que Pat en prend quelques-uns. J'ai déjà un autre ami qui sleeve justement tout son Marvel au complet. Voilà. Il y a 1200 cartes, on a calculé c'est 40 paquets. Sur mes 300. C'est pas finalement. C'est comme une grosse extension. Ça, le pire, c'est que on se part une compagnie de sleeve. Il y a quoi à faire, là? Il y a de l'argent à faire. Mais le pire, c'est qu'on fait des farces, mais son 40 paquets va lui coûter environ 60$ canadiens. C'est pas beaucoup, mais ça. D'après moi, c'est ça que ça t'a coûté de sleeve en m'aider. Probablement. 60 de m'aider, ouais, probablement. C'est un 30 paquets, à peu près 25 paquets. Oui, c'est ça. Mais faut qu'on te passe à un level élevé. Mais nous, on est chanceux, on connaît assez de monde. Mais cool, c'est excellent sujet de discussion, Philippe. Je savais que ça terminerait bien notre segment d'actualité. Alors, messieurs, est-ce que vous sentez la rage du sang monter en vous? L'instinct du berserker qui monte? Prêt à aller ravager les côtes de l'Angleterre? On va essayer de sortir toute la malice puis garder la malveillance. On va aller piller des châteaux puis des villages. Alright. Donc, on se revoit dans quelques instants pour Rivers of Midgard. On vient de terminer notre partie de Rivers of Midgard qui s'est soldée par une victoire de LP qui a gagné par 1 point sur moi. On a quasiment eu droit au tiebreaker, j'aurais aimé ça. J'avais beaucoup de faveurs en plus pour le tiebreaker, j'étais prêt. C'était quoi le tiebreaker? C'était le nombre de faveurs. Ça, c'est la petite corne. Les petites cornes, ouais, exactement. Donc, River of Midgard, un jeu qui a été édité en 2019 par Grey Fox Games, qui avait fait une campagne Kickstarter à la fin de l'année 2017. Une campagne assez populaire parce que c'est le second jeu dans leur univers viking. Il y avait eu Champion of Midgard préalablement. Donc, ils ont ramassé pas moins de 466 000 $ avec 5 893 contributeurs, donc presque 6 000 contributeurs. C'est quand même une assez grosse campagne, un gros succès. C'est un jeu de l'auteur J.B. Howell qui se joue de 2 à 4 joueurs, dont les parties durent de 75 à 90 minutes, peut-être 2 heures là, pour les parties à 4 joueurs. Et c'est un jeu dont on dirait de complexité moyenne sur BGG. On le cote à 3.07 sur 5 dans l'échelle de complexité. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec une petite twist particulière. C'est qu'à chaque fois qu'on va choisir une action, tous les autres joueurs vont pouvoir effectuer la même action, nous suivre dans cette action-là s'ils ont les ressources nécessaires pour le faire et s'ils veulent le faire. C'est un jeu de gestion de ressources avec des dés. Donc on va recruter des dés qu'on va lancer, qu'on va placer sur certaines faces qui représentent les membres de notre équipage. Et ces dés, dans le fond, seront utilisés comme des ressources pour faire les différentes actions. Piller des villages, piller des châteaux, pour ramasser des cartes, des trésors. On pourra aussi conquérir des territoires pour gagner des bonus, pour marquer des points à chacune des rondes. Et on pourra aussi aller combattre, évidemment, des monstres à la mer, un peu comme dans Champion of Midgard, là, affronter des gros serpents de mer pour marquer des points de gloire, pour tenter d'en marquer le plus possible pour être admis au Valhalla. C'est un jeu aussi où on a beaucoup de collections d'ensemble, donc on va essayer de faire des sets de cartes, des sets d'armure, des sets de trésors, des tapestries, des tapisseries qu'on va aller chercher en pillant les différents villages ou les forteresses. On a des petits aspects de recrutement de cartes, donc on va avoir beaucoup de cartes sur le plateau qui sont visibles, donc on va quand même avoir une certaine sélection à faire, mais on peut toujours décider d'y aller aussi au hasard et d'y aller sur la pioche face cachée. Donc on a quand même une bonne chance pour le hasard là, qui est présent quand on va piocher des cartes de façon aléatoire.
Donc, Rivers of Midgard, un jeu à thématique viking, une thématique quand même populaire dans les dernières années. On a eu le droit aux pillards de la mer du Nord, on a eu le droit à Raids, on a eu le droit à Champion of Midgard. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Vikingar, un jeu québécois aussi. Donc, c'est pas un thème qu'on ne voit pas souvent dans le monde du board game. Donc, c'est quelque chose d'assez commun. C'est un thème aussi qui est souvent très associé avec un petit côté Ameritrash, un petit côté interaction. Souvent, des Vikings, bon, c'est du monde qui se tapoche dessus ou qui s'attaque ou quoi que ce soit. Ce qu'on ne retrouve pas nécessairement beaucoup dans le jeu-là. Mais, il y a une seule action que ça peut arriver, je pense, c'est tout. Ouais, il y a une action qui permet de prendre des jetons de terreur, le donner à un autre joueur. Mais sinon, c'est vraiment plus un jeu qui a une enveloppe ou peut-être un thème Ameritrash, mais c'est beaucoup plus un jeu euro, c'est beaucoup plus un jeu de gestion de ressources. Ça pourrait presque être un jeu hybride en fait, là, vu que tu as le côté gestion de ressources, puis tu as peut-être le petit côté un peu plus hasard avec le fait d'utiliser des dés comme ressources, le fait aussi de piger beaucoup de cartes au hasard ou quoi que ce soit. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Dans quelle catégorie on pourrait le placer entre les deux? Moi, je donnerais ça à Louis-Philippe, le gagnant. Pour moi, la thématique, personnellement, je l'ai trouvée absente, ou à peu près, à l'intérieur du jeu. À part parce que le style visuel, c'est un jeu que je trouve très beau, mais à part le dos de certaines cartes, sur un des paquets de cartes, on voit des bateaux vikings, des dracars, certains jetons, l'espèce de corne viking. Mais le style visuel du jeu m'a pas plongé dans l'univers. Par contre, c'est un jeu, moi je trouve que c'est un jeu euro pur. Il n'y a pas d'Améritrash pour moi dedans. Parce que tu vas jeter des dés, mais comme les euros, tu as un peu de placement de dés parce que tu brasses des dés qui deviennent des ressources, mais au fur et à mesure que la partie avance, tu peux trouver des façons de mitiger ce hasard-là puis de le contrôler en plaçant des dés sur certaines actions. Puis tu peux passer ton tour dans certains... Tu peux refuser de suivre un joueur pour prendre un dé mais le placer sur la face de ton choix, fait contrôler. C'est vraiment juste dans la partie combat qu'il y a un peu d'hasard. Puis encore là, si tu ne veux pas avoir à gérer le hasard, tu peux toujours juste ramasser des dés, les sacrifier, puis le faire le combat sans avoir de hasard. Ou en mitigeant énormément ton hasard. Pour moi, c'est un euro pur. Oui, mais en même temps, le fait qu'il y a un peu de hasard, on va considérer quand même que ça peut être... Il y a certaines actions qu'on va considérer vraiment plus Ameritrash parce que... Oui, t'as le choix de pas le faire, mais tant qu'à ça, si tu veux avoir un euro pur, il n'y aurait pas eu le choix de brasser des dés aléatoirement. Là. Ouais, les gros puristes de Euro vont dire non, il y a trop de hasard dans le jeu-là pour que ça soit le fun. En même temps, un jeu qui n'a pas de hasard, c'est très très rare parce qu'à tout le moins, l'ordre dans lesquels tes cartes faveurs vont être distribuées, t'as quand même du hasard là-dedans. Puis surtout que dans ce jeu-là, il y a deux types de cartes que tu achètes par paire. Fait que de la façon dont les paires vont se former, ça peut beaucoup influencer comment tu vas acheter. Fait que des fois, il y a une paire qui va sortir au moment que c'est à moi, que c'est exactement ça dont j'ai besoin. Des fois, les paires sont plus ou moins intéressantes. Ce que j'ai besoin, c'est disséminé dans différentes paires. Fait que des jeux euro sans hasard, ça existe, là, mais c'est très très rare. Ça, là, je trouve qu'il se mitige assez bien pour que moi, je le classe dans euro. Il y aurait peut-être une discussion à faire sur euro versus Ameritrash. Versus hybride. Ouais. Pour moi, Ameritrash, la thématique est importante dans un jeu Ameritrash. Ce qui n'est pas le cas ici. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'est pas que la thématique est pas bonne, c'est bien. Puis le visuel du jeu, comme je dis, ça c'est un gros plus pour moi. Il est vraiment super beau. Et le matériel est de haute qualité. Mais la thématique, elle ressort pas. Il aurait pu remplacer ça par du western. Ça aurait pu être une base dans l'espace. Moi, je la sens un petit peu quand même, la thématique. Je trouve oui, t'as l'aspect ressources avec les dés, tout ça, mais l'aspect combat aussi. Je pense que ça avait quand même cherché un peu l'essence du thème viking. Moi, je le vois un peu. C'est pas une expérience immersive absolue, mais je le trouve un petit peu présent pour ce genre de jeu-là, pour un genre de jeu de gestion de ressources. Oui, il est là, mais ce que je pense, c'est qu'on aurait pu l'imaginer avec un autre thème. Il était bien amené, puis d'ailleurs, tu parlais beaucoup du visuel. Moi, au niveau visuel, il me rappelait beaucoup, tu sais, le jeu de cartes à deux, là, Thor vs Loki. Oui, exact. Le dos des cartes, là, c'est à peu près le même visuel. Là, je commence, c'est-tu les Foxman Games qui a fait ça? Je fais non, ok, mais oui. Il est là le thème viking. Mais comme je te dis, tu me dirais, refais ce jeu-là en mettant un thème sci-fi. Ben, au lieu d'aller battre des monstres de la mythologie viking, on va aller battre des extraterrestres. Au lieu d'aller raider des keeps, on va aller raider des bases spatiales. Des vaisseaux spatials. Ouais, c'est ça. Fait il est là. Moi aussi, je le mettrais un petit peu plus euro. Parce que, tu sais, je donne un exemple. Pendant la game, Dave était en retard d'à peu près 30 à 50 points. C'était une ruse. 30 à 50 points pendant la game.
Puis finalement, il a fini deuxième de 1 point à 228 contre 229. J'avais beaucoup de points cachés, là, parce qu'on peut ramasser beaucoup de cartes en pillant justement les forteresses ou les villages. Puis ces cartes-là, on peut faire des espèces de collections d'ensemble pour marquer beaucoup de points aussi. Puis j'avais quand même beaucoup d'ensemble qui étaient complets justement. Puis ça donnait comme à coup de 20-30 points par ensemble. Oui, 30 points d'ensemble. Je pense que j'avais 80 quelques points cachés à la fin de la partie. 89. C'était quasiment la moitié de ma game. Ouais. Puis disons que t'as fait ta chance dans un sens où à chaque fois qu'on faisait une action précise sur le board, parce qu'il faut expliquer aussi qu'on peut placer de nos workers ou comment qu'il y a des reavers en dessous de la carte, puis à chaque fois que quelqu'un va prendre une action, ça nous donne un bonus de plus. Puis David, en fait, une action précise. Puis David avait placé, dans le fond, en bas, 2 fois une même action pour ça. 3 fois même. Deux fois celle-là. 2 fois pour aller chercher des cartes, justement, pour les collections d'ensemble. Fait que lui a fait ça beaucoup. C'était au hasard, mais t'as fait ta chance. T'es allé souvent, là. Mais tu prends quand même une carte sur 2, fait que c'est quand même bon, là. T'as quand même un choix. Puis en ayant 2 fois, puis on a eu la chance que ça soit tes 2 cartes qui sont données dans la mise en place au départ. Ça veut dire que tu l'as fait 6 fois dans le tour. Tu l'as fait 6 fois dans la partie, fait qu'il y a 12 des cartes de collection d'ensemble que tu as été chercher comme ça gratuitement. Il l'a fait plus que 6 fois. Ben, il y a eu 6 tours, tu peux le faire une fois par tour. Oui, mais on a fait l'action de raid. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est le bonus. Le bonus qui s'est bâti, il l'a fait 6 fois, en plus des cartes que tu fais en action de base. Puis tu disais qu'il a bâti sa chance, je veux dire, c'est même littéral, dans le sens que il a mis ses cartes pour booster une action. Puis le 3/4 du temps dans la game, c'est David qui fait l'action. Oui. Fait qu'il y a quand même, malgré le fait qu'on est tous interdépendants, tu peux quand même pas mal monter ta game toi-même. T'es pas obligé d'être dépendant comme « Ah, j'espère que les autres vont faire ça. » Non. Lui, il a dit « Moi, je vais subjouer des territoires. » J'ai tout mis là-dedans. Il allait subjouer des territoires chaque tour. Quand c'est moi qui l'ai fait un tour, t'es comme « Merci. » Puis quand j'irai ou quand je serai capable de suivre les actions des autres, ben je vais le faire. Ben, c'est un peu ça que je voulais dire tantôt. Dans le fond, je reformulerais peut-être en disant c'est un jeu qui a beaucoup d'aléatoires, mais c'est un jeu qui a pas de chance. Mais je vois ce que tu faisais, c'est intéressant. Qui en a un peu, mais pas beaucoup. Il y a de l'aléatoire, je suis d'accord. Il y a des choses qui sont aléatoires, mais ta chance, c'est un jeu que tu peux la contrôler et la gérer. Ouais, mais la preuve David. Puis c'est un jeu que le timing est important. Oui, c'est ça. Parce que quand tu fais une action, tous les autres joueurs peuvent te suivre. Donc là, si tu vois que les autres joueurs ont plus assez de nourriture, mais là, je vais aller faire une bataille en mer, parce que là, je sais que la moitié des joueurs peuvent pas venir me suivre, puis là, à ce moment-là, ils vont être obligés de faire un repos, puis là, ils gagneront pas beaucoup de points. Fait que cet aspect de timing-là aussi, je pense, ça vient, puis l'aspect de suivre les autres dans les actions, ça vient rajouter une certaine interaction entre les autres. Tu vas regarder, puis tu vas essayer de trouver l'opportunité de dire, c'est le bon moment de faire cette action-là pour moi, parce que les autres joueurs pourront pas me suivre. C'est sûr, par contre, que nous autres, on est dans la première game, toi, t'en as fait quoi, 4? Ouais, c'est ma 3-4e game à peu près. C'est sûr que la première game, moi, je vais pas me donner, vous savez que c'est un défaut, mais moi tout de suite déjà, ce type de jeu-là, c'est pas mon jam. J'ai eu beaucoup de fun à jouer, donc c'est très positif. Par contre, si votre groupe a un problème de analysis paralysis, qui est un terme en board game que souvent veut dire genre un joueur arrive à son tour puis il y a tellement d'options, puis que ça devient très difficile de déterminer quelle est la meilleure option pour lui. C'est un jeu qui va provoquer ça, la première game. Mais en même temps, c'est un jeu de placement d'ouvriers, il y a 6 actions disponibles. Ouais, mais c'est parce que là, comme tu l'as dit, il faut que je regarde quel impact ça va avoir sur les autres. Ben, moi, je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que Patrice, il dit toujours qu'il est pas bon dans ce genre de jeu-là, puis il finit toujours proche de la tête. Je tiens à le souligner. Ah ouais, mais j'ai fini à 200, donc j'étais à 230. Ben, sur une game de 230, t'es à 10% de nous autres. Ouais, je sais. Non, je dis pas que je suis un jeu à 60 points, t'as eu 55. C'est ça, c'est ensemble de plus de cartes. C'est ça. Oui, je sais, mais c'est comme je fais juste le souligner. Faut pas que tu te sous-estimes là-dedans. Je me sous-estime pas, mais je sais que j'ai pas votre calibre à toi et à David. Puis en même temps, ça m'arrête pas. T'as vu, moi, mes tours, je me fais ça. C'est sûr que si j'aurais pris 25 minutes de plus, j'aurais probablement pu être dans votre peloton. Mais je suis comme, ouais, mais ça aurait été 25 minutes où j'aurais pensé beaucoup. Ben, puis là, ça me tente pas de penser beaucoup. J'ai envie de me divertir. Ouais. Ça, c'est peut-être, moi, le plus gros défaut que j'ai trouvé dans ce jeu-là, c'est le downtime. Ben, le temps d'attente que tu as avant de jouer ou de rejouer. Puis surtout que le jeu, il y a une drôle de structure dans son tour de jeu. Parce que moi, je vais décider, OK, quand c'est à moi de décider l'action, je décide, je fais cette action-là. Là, on regarde, tout le monde, ça peut déclencher un bonus. Fait que là, Jules va faire de quoi, Pat va faire de quoi, David va faire de quoi. Là, après, je vais décider qu'est-ce que je fais avec l'action que j'ai décidé que je faisais.
Là, je la fais. Elle-même peut enclencher d'autres actions. Je peux révéler une tuile de territoire qui me donne accès à un combat que je vais faire. Là, pour accélérer, pendant que je commence à faire ce combat-là, Jules va commencer à décider qu'est-ce qu'il fait avec cette action-là, qui peut engendrer des effets de cascade comme ça. Fait que là, quand tout le monde a fait son action, on est comme bon. C'était le Philippe qui avait pris l'action. Fait que là, c'est Jules qui est le prochain, même si on vient de jouer les 4. Il y a une structure particulière. Puis en fin de partie, ça peut être long avant que ça revienne à toi. Quand tu es le premier joueur, tu vas être le dernier sur le joueur suivant à suivre son action. Ça peut être long avant que ça revienne. C'est pas un dessus game. Ça brise pas complètement le plaisir du jeu, mais c'est un jeu que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de downtime. C'est sûr que, mettons, à ta deuxième ou troisième game, souvent ces petits bonus-là, on va les faire en simultané. C'est comme, ok, tout le monde active son bonus, clac, clac, clac. Puis après, tu fais ton action tout de suite après. Fait que je pense que tu perdrais peut-être un peu moins le fil, peut-être dans les prochaines parties. Puis c'est là aussi le côté, par contre, que là, tu viens de tomber dans comme un deuxième niveau du jeu. Puis c'est de prendre en considération la game des autres. Puis ça devient quand même un peu difficile. Parce que je comprends, là, on fait à peu près toutes nos actions en même temps parce qu'on veut sauver du temps. Parce qu'effectivement, t'as pas envie que ça prenne 25 minutes avant que ça revienne à toi. Mais suivre les actions des autres. Ça peut être payant. Oui, beaucoup. Mais là, faut que tu sois, je veux dire, en guillemets, Rain Man. Faut que des variables t'en jouent beaucoup dans ta tête. Là. Ben, c'est pour ça que pour une première partie, moi, pour être bien franc, je pense que c'est arrivé une fois, puis c'est au dernier tour de jeu que j'ai regardé autour, j'ai dit, ok, bon, mais qu'est-ce que je peux faire qui va m'avantager moi plus que les autres? Je l'ai fait une fois sur 6 décisions que j'ai eu à prendre. Puis c'est à la fin, il y avait juste moi puis Pat qui pouvait aller raider dans le fond, puis aller battre un monstre en mer. Ouais. Fait que là, j'ai décidé d'y aller parce que je savais que Louis-Philippe et David ne pouvaient pas rien faire, mais le restant de la game, j'ai regardé mes affaires, puis j'essayais de voir ce qui était le plus intéressant pour moi. Je cherchais pas à bloquer les autres. Tu regardes en premier pour toi. Oui. Mais comme David dit, c'est clair que c'est un jeu qui va gagner beaucoup à jouer et à rejouer. Ben oui, plus qu'une fois, oui, ça c'est sûr. Ben, comme un peu tous les worker placements de certaine manière. Oui, t'as une courbe d'apprentissage que, selon moi, en tout cas, à moi d'être vraiment des joueurs talentueux comme Louis-Philippe puis David, que au premier instant, ils vont regarder le jeu, puis ok, bon, je sais déjà ce qui va donner des points, fait que moi je m'enligne vers ça. Moi, je suis plus du genre, tu me donnes 6 choix, ben crème, moi essayer 6. Puis je suis terminé très très loin derrière, là, puis je pensais avoir une game qui avait de l'allure, puis finalement, je me suis fait défoncer. Là. C'est comme si j'avais pas joué le 2 tiers de la game, en fait. Avec un tiers de la game que j'ai regardé. Il y a un tiers de la game que j'ai regardé. T'as joué 4 tours de Louis-Philippe. Ouais. Mais c'est ça, ce genre de jeu-là, je suis pas super bon. J'aime les jouer. Il était vraiment intéressant. J'ai trouvé ça plaisant de jouer, mais rendu au pointage où je me dis, hey, crème, ok, ça va bien sur le board. J'étais deuxième, puis j'étais à 2-3 points de la tête. Puis là, après ça, je me suis fait varloper à gauche et à droite. Des 80 points cachés, moi je n'avais 5. Ah, c'est vrai. Mais ça a vraiment pas. Non, c'est pas mon genre de jeu où je vais performer. J'aime les jouer quand même. Mais à chacune des fois que je joue à ce genre de jeu-là, sauf quelques exceptions, je vous dirais, là, j'ai mangé des sacrés volés à Tzolk'in, puis des sacrés volés à Champions of Midgar, puis même pas drôle. Là. Justement, t'as Champion of Midgar. Ouais. Comment tu comparerais, mettons, avec celui-là? Champion, moi je trouve qu'il est plus worker placement classique. Oui. On s'entend. C'est vraiment, tu places tes ouvriers. Tu gagnes un dé, tu gagnes des petites ressources par-ci, par-là. Puis la fameuse action que tu peux aller chercher des nouveaux ouvriers aussi est là. Ça, dans ce cas-là, c'est plus, tu vas chercher des dés. Des cartes. Mais tu vas pas chercher de nouveaux ouvriers parce que tes dés, c'est un peu comme tes ouvriers jusqu'à un certain point pour certaines actions. Fait que la différence est quand même là. Je te dirais que. Il y a de la place pour les deux. Oui, exactement, c'est ça, je le dis. Il y a de la place pour les deux. Oui, effectivement. Ouais. Puis moi, je dirais, Jules, que moi aussi, je suis un peu dans ta situation. Là. Des fois, il y a des jeux que je fais quand même. Bon, c'est sûr que si je vais jouer contre le fils à Vincent, je sais que je vais le défoncer, tu sais. Je me force moins, tu sais. Mais arrête de dire ça, là. Non, mais il y a 8 ans. Je veux dire. Non, mais là, tu sais. Non, mais je suis capable de battre un enfant de 8 ans à un jeu d'une complexité pour un enfant de 15 ans. Mais, là, moi, je te dirais que Jules, moi, c'est à ce moment-là que le thème va devenir plus important. Ouais. Puis là, s'il y a une belle adéquation entre le thème et les règles, que je me dis, bah, c'est pas si grave que ça, si je perds, j'ai le fun à jouer le jeu. Ah, exact, c'est là que je suis. Là. C'est là que je me dis, ben regarde, ok, oui, à la fin, j'ai peut-être plus de chances que perdre les autres parce que j'ai moins l'habitude, c'est moins mon style, puis c'est correct. Mais moi, en même temps, si au moins le style me fait embarquer, ça devient une expérience, puis là, moi, après ça, je peux oublier.
Toi, David... Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est que contrairement à un worker placement classique, souvent dans un worker placement, bon, tu places un ouvrier, je gagne un de bois. Je place un autre ouvrier, je gagne un mouton. Là, dans lui, c'est comme, ok, on place notre bateau là, ok, là, je gagne 2 cartes de river, je gagne 4 dés, je gagne un pouvoir, je promote un leader qui me donne de la faute, tu sais, je gagne un paquet d'affaires en une action. Je trouve que c'est gratifiant à faire, puis tu sens que tu avances, puis que tu vas t'en vers quelque chose. Mais tu vois, moi, je te dirais que pour un joueur, peut-être pas ça, mais un joueur expérimenté, on va dire quand même, je pense qu'on peut pas dire l'inverse. Là. Pour un joueur expérimenté, je comprends comment ça c'est vrai, puis t'as raison, c'est le fun. Pour un joueur peut-être débutant, je comprendrais comment il va être submergé. Hein, quoi? Carte D, je roule, hein? C'est quoi le meilleur ordre? Alors, j'ai d'autres mondes en tête. Je me dis, un gars comme mon ami Jimmy, lui, faire des combines puis placer dans quel ordre jouer quoi, lui, c'est une de ses spécialités. Lui, il a du fun là-dessus. D'autres de mes amis, je peux peut-être imaginer, qui sont peut-être plus comme. Comme j'en reviens à Analysis Paralysis, peut être un. Ouais. Mais par contre, pour des gens un petit peu avancés, c'est vrai par contre que, à un moment donné, t'es comme, un gars, un bois. J'attends. Là, c'est comme, ok, j'ai 4-5 ressources que je gagne, ça devient intéressant. Ça vient vite, là. Ouais, parce que dans le fond, c'est pas tant un jeu ultimement à sa base, c'est pas tant un jeu de placement d'ouvriers qu'un jeu de gestion de ressources. Parce que dans un jeu de placement d'ouvriers, tu vas habituellement bloquer une action, tu vas être le premier à la faire. Fait qu'en étant le premier à la faire, tu vas bloquer cette action-là, puis tu vas être le seul qui va avoir l'opportunité. Là, c'est que tu as fait de façon plus puissante que les autres. Ouais. Mais tout le monde va pouvoir faire l'action que tu as choisi qu'on allait faire pour cette phase-ci du jeu. Fait que c'est plus ok, ces 3 dés-là que j'ai devant moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller là pour gagner 2 artefacts, puis une carte au hasard. Puis ces cartes-là, ça peut m'aider dans mon ensemble de collection que je veux faire pour scorer des points. Parce que dans le fond, ultimement, c'est un jeu, c'est quoi l'expression? Salade de points? Où tu as plein de façons de faire des points. Puis c'est une mode depuis quelques années, là, des jeux que dès le premier tour, dès ta première action, là, voici tes 17 façons de faire des points. Toi, quelle choisiras-tu aujourd'hui? C'est un jeu de ce type-là. Fait que c'est vrai que pour un premier joueur, ça peut être quasiment angoissant là, à voir ce qui est là-dessus. Puis ça me fait penser dans un tout autre ordre d'idée au jeu que j'ai reçu tout récemment, Maracaibo, que j'ai pas encore essayé. Il y a quelque chose que j'ai juste lu les règles puis commencé à les comprendre, puis ça me fait penser un petit peu à ça où la game commence, bon ben t'as 82 façons de faire tes points, bonne chance mon grand, c'est 3-4 tours de jeu, puis amuse-toi, parce que là c'est 6 tours de jeu. Ultimement, c'est pas long. Mais c'est pas beaucoup, c'est pas que c'est pas long, c'est pas beaucoup, ça prend à peu près 2 heures faire notre partie à 4, ce qui est tout à fait respectable, surtout que j'ai critiqué que le downtime était long, fait en considérant que j'ai trouvé que parfois que c'était long en revenant à mon tour, ça a quand même pris 2 heures, 2 heures et quart au total. Plus un 15-20 minutes d'explication. Tu sais, 15 minutes, c'était pas mal réglé les explications. Puis dans les 15 premières minutes, de des petites questions sur les icônes qui auraient pu être meilleures à certains endroits, mais dans l'ensemble, ça se comprend assez bien. Mais bref, tout ça pour dire, c'est surtout un jeu que tu vas voir comment tu peux prendre les ressources que tu as sur ton plateau, les transformer pour optimiser ce que tu as devant toi, puis ça peut faire des effets de cascade. C'est là qu'un joueur expérimenté dans ce type de jeu-là peut en effet lessiver des joueurs plus débutants. Je suis d'accord que puis te garder aussi en réserve assez de ressources pour dire je vais être capable de les suivre s'ils vont faire quelque chose. C'est ça, c'est l'aspect expérience que tu peux garder un œil un petit peu sur ce que... Pas tant. En toute honnêteté, j'avais aucune idée de ce que tu avais devant toi et ce que lui il avait devant lui, parce que Jules, je viens de pointer Jules. Par contre, je savais quelles étaient les actions disponibles qui restaient sur le plateau, puis je m'arrangeais pour être capable de les faire si quelqu'un les choisissait. Il y avait ça, par exemple, que j'essayais le plus possible. Puis moi, je veux juste prendre un bout de ce que tu as dit, là. Le fait que quand tu es le premier, ça, je trouve ça c'est correct. Là. Quand tu es le premier joueur, c'est normal que tu ailles de quoi de plus. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, puis que je suis comme pas convaincu encore d'aimer ça tant que ça, c'est le fait que si t'es positionné en deuxième, ben t'es chanceux. Fait que tu vas avoir une action qui va être plus intéressante que celui qui est troisième, quatrième. Mais en quoi la personne qui est troisième, quatrième a choisi d'être troisième et quatrième? C'est parce qu'elle s'est assise là dans la soirée? Tu sais, je trouve ça dommage de pas avoir d'impact là-dessus. Puis si t'es quatrième, ben coudonc, t'es dernier. Fait que tu iras chercher le premier, puis l'autre sera dernier au prochain tour. Je suis pas sûr d'aimer ça. Pis, je comprends, je suis d'accord avec toi. Mais c'est là que tu regardes c'est quoi la stratégie des joueurs de chaque bord de toi. Parce que je sais comme la stratégie de Dave, je dis comme David, quand il choisit de quoi, moi je suis dernier. Fait qu'il faut que l'action que David choisisse, j'en ai pas tant besoin que ça. Parce que moi je gagnerais pas de bonus. L'action que toi tu choisissais, c'est ok, moi j'ai envie d'être bon là-dedans parce que t'étais juste avant moi. Fait que moi je te lançais toujours avec le deuxième. Fait que j'ai envie que
ce que Jules va choisir, moi, il faut que je sois bon parce que j'en profite plus que les autres. Ça va influencer où tu vas mettre tes bonus. Souvent. Ouais, parce que ultimement, c'est comme ça que j'ai starté ma partie. Parce que moi, j'ai dit David a commencé. Moi, dans l'ordre de tour de jeu, on le voit pas, mais moi, je suis placé physiquement tout de suite après David. Donc, je suis le deuxième à choisir sur les actions que David choisit. J'ai vu qu'il mettait ses 2 personnages dans sa mise en place initiale sur une des 4 actions. J'ai dit, j'ai mis à la même place. Je connais pas le jeu encore. Il va faire cette action-là. S'il met là, ça veut dire qu'il va la faire. Ça veut dire que quand lui va la faire, moi, je vais déclencher tous ces bonus-là. Puis je suis sûr qu'il a fait au moins sur 5 des citos dans la partie, même si je connais pas encore le jeu. Ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, là où je te rejoins, c'est que sur les 6 actions, il y en a certaines que le deuxième joueur a aussi un bonus, puis il y en a certaines que le deuxième joueur n'a pas de bonus. J'aurais peut-être apprécié davantage que ça soit tout le temps équilibré. Parce que là, peu importe qui va chercher le premier joueur, peu importe l'action que tu choisis, si je t'apprends le premier joueur, j'ai un petit bonus. Si je suis 3e ou 4e. Mais t'as quand même aussi l'aspect d'un meilleur choix. Le meilleur choix de carte. C'est quand même pas à négliger ça non plus. Oui, tout à fait. Ok, ben moi, tu simplement dire que oui, t'as raison, puis là-dessus, c'est-à-dire que, comme David dit, t'as le meilleur choix en deuxième, puis, tu sais, il veut pas, il y avait un aspect que c'était tu peux donner le premier joueur qui devient important, mais je suis d'accord avec toi, est-ce que c'est une mécanique intéressante dans ce jeu-là? Puis on revient à ce que David disait au début, j'ai retrouvé mon idée. C'était de dire que ça a l'air d'un jeu euro, ça a l'air d'un jeu de lancement de dés, tout ça, mais c'est un jeu de timing. Oui. Ça a peut-être pas l'air de ça, mais fondamentalement, la première chose, c'est un jeu de timing. Le Philippe vient de le dire. Là. Moi, la chose importante, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, je peux embarquer. Puis là, sinon tu prends du retard. C'est ce qui nous a séparés de l'élite aussi. Là. On a regardé la game un peu. Là. Ouais, mais en même temps, quand on dit ça, David, il y a 2 fois quand il a été battre un monstre, ça n'a pas marché. Chaque fois, ça aurait été un 7-8 points de plus. Non, j'ai échoué avec mes dés une fois, puis j'ai pas pu suivre 2 fois. C'est ça. Au moins. Le point qui manquait, ben, il y en a ces 3-là. En même temps, en faisant ce choix-là, il a peut-être gagné assez pour faire une autre action qui va monter. Ça permet de garder mes ressources pour faire d'autres choses aussi. C'est beaucoup. Puis moi, j'ai joué toutes mes autres games à 2 joueurs. Puis là, on a joué à 4. Puis à 4, c'est plus difficile suivre tout le temps à 100% du temps toutes les autres actions. C'est sûr qu'à un moment donné dans le game, il y a une, 2, 3 actions que tu feras pas parce que regarde, là vous m'avez eu, j'ai fini le tour, puis là je suis dernier, puis j'ai pas assez de ressources pour vous suivre, puis c'est correct. Puis tu sais, si ça se trouve, ça accélère le jeu parce que je fais un repos, je gagne un dé, ou je fais un repos, je gagne 2 nourritures, puis that's it, c'est ça mon action. Ça raccourcit un petit peu le jeu. Tandis qu'à 2, c'est super important parce que si jamais l'autre fait une action et tu peux pas le suivre, l'écart se gruge assez rapidement. C'est ça. Tandis qu'à 4, moi je ferais pas 2 actions dans la partie, toi aussi probablement à un moment donné que t'en as pas fait 2, puis toi non plus. C'est arrivé 3-4 fois. C'est ça, on a tous sauté des actions à un moment donné dans la partie. Puis même des fois, même si tu peux faire une action, des fois ça veut dire je peux en faire, mais ces ressources-là, j'ai pas investi dedans, tu sais. Je peut-être mieux de me reprendre un peu de temps puis pour pouvoir plus performer dans la prochaine action. Pouvoir faire la prochaine action au prochain tour sans que lui me suive parce que justement lui il aura plus de ressources. C'est ça. Mais j'ai trouvé que ça jouait super bien à 2 puis même à 4 ça joue super bien aussi. Avec la dynamique est quand même bien parce qu'au final chaque joueur choisit juste une action à 4 par ronde. Tu choisis une action, tout le monde te suit, l'autre joueur choisit une action, tout le monde le suit, etc. À 2 joueurs la différence c'est qu'on a 2 bateaux chacun. Fait que tu vas avoir le contrôle sur 2 actions que tu choisis à chacune des rondes versus une seule à 4. Je t'avoue que moi vite je l'ai pas essayé là, mais tu m'en parles vite de même puis j'ai comme le feeling que puis je comprends qu'à 3, il y a un bateau fantôme qui se passe entre les joueurs. Fait que, chaque joueur a le bateau fantôme une fois. Puis la dernière ronde, je pense que c'est le joueur qui a le moins de points ou quoi de même. Est-ce que tu l'as essayé à 3? Non. J'ai pas essayé la variante du bateau. Puis toi qui as joué à 2 et à 4, c'est lequel tu recommanderais? À 2 ou à 4? Pour vrai, j'ai vraiment aimé les 2. Autant à 2 qu'à 4, je trouve que c'était très bon. Oui, peut-être juste parce que j'ai tellement plus d'autres jeux à 2 que je trouve le fun, que c'est sûr que moi à 2, je suis quand même, un jeu à 2, c'est comme, ok, j'ai une pile de jeux à 2, c'est quand même, il joue à 2 aussi. Ah oui, c'est vrai, on peut jouer à 2. Ben, c'est sûr que dans un jeu, qu'un des principes du jeu, c'est de suivre les actions des autres. Ouais. Si t'as un grand nombre de joueurs, t'as plus d'opportunités de choisir quelle action tu vas suivre, sauf que, un peu comme Jules le disait tantôt, t'as une plus grande chance qu'un joueur très expérimenté dans le jeu, très expérimenté dans ce type de jeu-là, prenne un avantage parce qu'il va prévoir, pas nécessairement prévoir, mais il va se préparer aux différentes éventualités que les autres joueurs vont avoir faites. Là. Tandis que si tu joues à 2, t'en as juste un à surveiller. Fait que si je vois que l'autre, il n'y a pas 4 bouffes devant lui, il ira pas chasser. Fait que je peux attendre une action de plus avant d'aller chercher la nourriture que ça me prend pour aller chasser au cas où l'autre y aille.
On a parlé mécanique, on a parlé stratégie, mais un sujet quand même, on va aborder. On l'a mentionné un petit peu en début de deuxième partie, que le jeu il est beau, mais vous en pensez quoi justement du visuel, de la qualité des components, de l'insert dans le jeu? Pour vrai, c'est un jeu qui est en magasin, il y a à peu près une $60. Pour vrai, côté matériel et la quantité Pour que tu as dans la 60$, boîte, Moi, je suis un grand fan de dés dans les jeux, puis les dés dans ce jeu-là sont solides. la qualité Ils est sont quelque très, chose. très solides. Ben, tout le matériel est super. J'aurais peut-être pris des petites... je suis un fan de plastique aussi. J'aurais peut-être pris des petits plastiques pour les bateaux. Des petits bateaux À la en place, place. mais tu sais, ils font tout à fait la job. Puis au moins, ils sont colorés, fait que ça se distingue bien sur le plateau. Moi, le matériel, je le trouve très beau, pas toujours pratique, par contre. Parce que tu vas avoir souvent une petite carte, tu sais, de type les petites cartes américaines. Mini-euros. Les mini-euros. Qui va te dire dans le bas de la carte, gagne telle carte puis telle carte. Puis là, tu regardes le dos de la carte. Puis là, c'est censé facilement faire référence à un autre paquet de cartes. Puis t'en as quand même 6 dans le jeu, des paquets de cartes différents. C'est pas que l'iconographie est problématique. Ça prend un temps à s'y habituer. Ouais. Il y a certains jeux qui l'ont un petit peu mieux au niveau de l'iconographie, surtout au niveau des cartes. Là, parce que les jetons, c'est clair. Quand tu gagnes un jeton, c'est assez clair. Les deux aussi. Les deux, c'est clair. Les Mais tu sais, il y a couleurs certains de petits cartes. problèmes. Par exemple, il y a une carte Bonnie que je me rappelle que moi puis Jules, on a fait la même erreur. Que ça te donne un bonus selon le type la couleur de viking que tu as dans ton bateau. Si tu as des vikings bleus, rouges. Mais le dos de la carte est rouge, mais il y a aussi des vikings rouges, bleus et jaunes, je pense. Fait que là, la carte, elle dit, t'as un petit symbole bleu dessiné comme semi par-dessus le dos rouge de la carte. Fait que là, le réflexe que moi puis Jules, on a eu, c'est OK, les cartes rouges valent tant de points. Puis là, ça prend un temps qu'un an, c'est pas OK, regarde, il y a un petit symbole dessus, c'est les bleus qui est dessiné par-dessus le rouge. Ah, ça aurait pu être plus clair. Tu aurais pu trouver un icône ou. Ben, puis encore là, je suis un peu picky. Là. Il y en a un icône, c'est juste que sur des petites cartes, tu le vois pas bien, cet icône-là. Il est beau, c'est la grosse carte. Mais des fois, t'es comme bien parce que mais la couleur en même temps. Hey, sérieux, le bleu puis la mauve, là, sur le petit format, des fois, j'étais comme, c'est-tu bleu ou c'est-tu mauve? Parce qu'il y a beaucoup de. Le jeu est super beau. T'sais, au niveau esthétique, il est comme pour moi 9 ou 9.5 sur 10. Il est vraiment, vraiment beau. Il est vraiment solide. Ben non, il est super beau. Juste l'esthétisme de base. Au niveau praticalité de cet esthétisme-là, parce que c'est sur les icônes d'ensemble de collection. Moi puis Jules, encore une fois, on a fait une erreur sur un petit carré. On ne savait pas trop ce qu'il voulait dire exactement. On l'a mal compris de la façon qu'il était dessiné. J'ai eu une carte de Bonnie à un moment donné que je regardais l'icône, puis ça m'a pris plusieurs tours avant de catcher. Cette icône-là faisait référence à quel élément du jeu. Fait qu'il y a ça qui aurait pu être plus clair, mais c'est le genre d'affaires que tu t'habitues à Ils sont quand même faciles à retrouver dans le livre. Il y a une espèce de glossaire ou une feuille aide de jeu à la fin où tous les symboles sont là. Fait que c'est quand même facile de se retrouver dedans. Puis, je pense qu'après une game, vous rejoueriez, puis l'iconographie, vous l'avez pogné. Ça aurait peut-être été pas pire qu'il en fasse une petite version papier. C'est quel jeu qui a fait ça? De jeu. Ouais, mais c'est parce que Vindication, c'est ça. Qui ont fait une petite tête de jeu qui est en papier, là, et pas de bonne qualité. C'est juste dire, garde-la pas loin ta première game, le temps que tu les apprennes, puis la deuxième partie, tu la remettras dans la boîte, tu n'auras plus besoin, juste le temps que tu l'apprennes. Il y a plusieurs icônes là, pour une première partie. Ouais, mais en fait, je te rejoins sur le fait que les composants sont vraiment bien. Les dés aussi, là, je suis un amateur de jeux de dés, puis effectivement, là, je suis capable de voir la distinction entre des dés ordinaires et des dés bien faits. Ceux-là, ils ont comme une espèce de... il y a un relief aussi. Les là, symboles sont gravés. dedans. Ça, je trouve ça toujours qualité. intéressant. Là. C'est une belle qualité. Les cartes aussi, là, ça a du sens. Moi aussi, là, je te rejoins sur les dessins derrière. Étant donné que c'est comme des dessins sketchy un peu. Ben, comme style celtique viking. Ouais. Sont tous dessinés avec du blanc, du contraste un petit peu, là, si on veut. Puis on dirait que ça ressemble tous quand c'est très petit, effectivement. Je pense que ça peut être problématique. Mais si c'est un jeu que tu joues plusieurs fois, comme David dit, tu vas finir par pogner l'iconographie, puis ça va être assez facile. Mais pour l'ensemble, là... je suis pas mal sûr, vu que c'est une campagne Kickstarter, je peux aller voir les stretch goals puis tout ça, puis les add-ons, mais probablement... Le tapis de néoprène. Il y a le tapis de néoprène, ça c'est sûr, parce que moi j'en ai un qui fait à peu près ta table, puis ta table est pas petite. Pour Champion of Midgard qui fait la table, c'est sûr qu'il y a ça pour le board. Puis même les tokens, là, probablement qu'il en existe en plastique, là, j'imagine. Ou en bois, ou en bois, probablement, effectivement. Là. Fait que non, moi, somme toute... c'était le fun à manipuler, les tuiles, tout ça. Puis, comme tu disais, au niveau de l'iconographie, tu as un exemple, quand tu jouais, tu as gagné une carte de type or. Puis ça, il faut juste que tu en aies un certain nombre.
C'est même pas du set collection. Là. Je veux dire, c'est comme pogne 3 cartes d'or. Plus t'en as, mieux c'est. Tu sais, à chaque 3, tu gagnes un certain nombre de points. Au début, tu étais convaincu, c'est comme, ok, là, il faut que j'aille une carte or avec un genre de petit fond à moitié orange, moitié bleu. Puis là, on fait comme, non. C'est juste le carré vide. C'est le carré vide. Ok, pourquoi ils ont laissé le background en arrière, tu sais? Pourquoi ils ont pas chemin un carré blanc ou noir au complet, tu sais? C'est pas un gros défaut. Pour montrer, c'était comme représenter un cadre, mais bon. Ouais, c'est ça. Une peinture, whatever. Mais heureusement que Jules l'a demandé, parce qu'il aurait peut-être. Il l'a peut-être pas fait, mais tu sais, il aurait peut-être fait. Mais j'ai repogné cette carte-là. Puis moi, je dois t'avouer que j'ai rien de vraiment de plus à dire vous autres. Là, le matériel était effectivement d'une très grande qualité. Vraiment, là, bon, à part que les symboles un peu petits font en sorte que c'est dur d'identifier, mais après la première game, c'est correct. Les aides de jeu. Ils donnent juste 2 cartes d'aides de jeu. Ouais. Qui relate les statistiques du jeu, ce qui est quand même, comme tu as dit Louis-Philippe, un jeu de gérer ton hasard. Le fait que tu me donnes juste 2 cartes qui me dit, bon, là, si je vais voler un territoire rouge, je peux gagner ça ou ça. Ça, chaque joueur aurait dû en avoir une. Ça t'aide beaucoup à prendre des décisions. Ouais. C'est mon seul plus gros, parce qu'un jeu qu'après la première game, tu as maîtrisé l'iconographie, elle était peut-être un peu déficiente, mais c'est pas si grave que ça. Puis, comme t'en parlais d'entrée de jeu, Lou-Philippe, c'est-tu le genre de jeu que tu mettrais des sleeves? Ah, ça, probablement. On branche les paquets une fois par game, au moins. Mais, 2 fois. Oui, mais tu sais, il y a... une fois au début, puis une fois pendant la game. Ils manipulent pas tant que ça, les cartes. Ouais. Faut que tu les as gagnés, t'es laissé à la table. J'y parle, je te reviens là-dessus. J'ai bizarre. Moi, j'aime beaucoup les bateaux, les plateaux de joueurs. Où on met nos dés, tu sais, le fait que bon, t'as toutes les statistiques de chaque dé, t'as tous les petits rappels, bon, chaque leader, qu'est-ce qu'il donne, les jokers que tes leaders peuvent donner aussi. Je le trouve quand même bien fait, le petit plateau de jeu, t'as les rappels pour les coups des actions en bas, où tu mets tes upgrades. Ça, c'est bien fait. Ben, pour suivre avec ce qu'on s'est déjà dit, moi, comme tu le sais maintenant, je suis un fan de sleeves opaques avec des dos de couleurs différentes. C'est comme ça que je le sleeverais. Wow! Ouais, parce que j'ai envie de dire... Un deck rouge, un deck bleu, un deck vert, un deck jaune. Couleurs. Ben oui, mais tu sais, j'en ai de toutes ces couleurs-là. Ouais, puis là, j'ai envie de te dire, des mini US à dos opaques de couleurs différentes, t'en connais beaucoup de compagnies qui font ça? Peut-être, tu sais, c'est parce qu'il y a deux pour ceux qui connaissent, c'est 4 petits paquets de cartes, puis 2 gros, eux autres, c'est sûr que je mettrais rouge et vert, là, pour les plus gros. Là. Pour les petits, je sais pas si ça existe. Moi, je l'ai déjà cherché pour Gloomhaven. En tout cas, mini euro opaque, il y en a pas beaucoup de compagnies qui font ça. C'est pas mini américain? Ben peut-être. Moi, je vais parler de mini euro parce que j'ai fait la recherche. À l'œil, je te dirais que c'est des mini américains. Si c'est mini américain, t'as peut-être plus de chance. Mais en toute honnêteté, je sais pas si ce format-là existe de façon opaque, mais si ça existe, je le livre opaque. Pour que la couleur elle pop sur le plateau. Oui. Comme j'ai fait dans d'autres jeux. Là, tu respectes la couleur de la carte, exactement, comme ça, tu fais suivre, fait que ça donne une idée. Puis le plateau de jeu est immense, là, une fois qu'il est mis sur la table, là, parce que bon, nous autres on joue du côté 4 joueurs, c'est sûr que ça prend beaucoup de place pour mettre toutes les cartes de chaque sorte. Là. Mais je trouve qu'il est pas... il n'est pas chargé, genre dans le sens que tout est là, toutes les icônes de l'action, qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui donne. Je trouve que c'est quand même assez clair, c'est quand même assez bien écrit et assez bien représenté là, sur le plateau. Il y a effectivement rien de superflu, puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis les cartes dans le fond d'aide de jeu extérieur. La seule affaire, c'est comme Pat disait, d'avoir un par joueur minimum. Je pense que ça serait ça le best. Mais effectivement, je trouve pas qu'il y a rien de superflu, puis on se perd pas, il n'y a pas de détails inutiles, je trouve, sur le board, là, selon moi. Je dirais que dans mes composantes préférées, une de mes composantes préférées du jeu, c'est le plateau de joueurs individuel. Là où j'ai eu l'impression de jouer un jeu viking, c'est là que ça se passe, parce que tu te promènes sur ton bateau. C'est la seule place, parce que mes dés représentent les vikings qui sont juste sur mon bateau. Pourquoi il y en a un qui est un bouclier, puis l'autre c'est un bateau, il y en a un qui gouverne, puis l'autre... C'est les skills, c'est leur skill. Peut-être. Parce que, tu sais, comme j'ai dit, au niveau thématique, je m'en vais conquérir des territoires. Soit je te donne un coup sur la tête, soit je te donne une bouffe, puis toi une corne. Mais au niveau visuel, le plateau personnel. Puis ce que j'ai beaucoup aimé du plateau personnel, c'est que tu as imprimé dessus le coût des actions principales sur le plateau. Parce que, comme Jules l'a dit tantôt, tu peux glisser des cartes sur ton plateau personnel qui te donnent un bonus quand un autre joueur prend une action.
Puis à l'endroit où tu te glisses, il y a le coût de cette action-là. Fait que tu as un rappel sur ton plateau de qu'est-ce que ça coûte. Tu as un rappel de tes jokers, comment les utiliser sur ton plateau. Tu as un rappel sur ton plateau de chacune des faces des dés. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Fait que quand tu as des choix de dés à faire, tu fais comme, OK, moi je vais prendre le jaune parce qu'il donne 2 marteaux. Je vais prendre le bleu parce que j'ai vraiment besoin d'un coffre. Puis apparemment, il en donne 2. Je viens de m'en rendre compte. Mais... c'est le seul qui a une chance d'en donner 2, mais bref. Puis t'as les bonus aussi quand tu mets quelqu'un pour leader, t'as des endroits pour mettre tes cartes autour. Je le trouve très bien fait. J'assume, y a une version Kickstarter, genre que c'est Recess, là, c'est un peu renfoncé. Que je sais pas, j'ai pas regardé. Ça probablement. Ou des petits tapis de néoprène à la place. Il doit être en 3D avec le drapeau. Ils ont pas fait des millions, là, mais. Puis c'est là que je te dirais que c'est une de ses plus grosses forces, je trouve, à Rivers of Midgard. C'est que si tu me présentes un jeu en disant ça c'est un jeu que tu as juste 6 actions, c'est pas beaucoup, mais chaque action va pouvoir triggerer les autres actions, puis quand quelqu'un fait une action, tu fais une action, puis il y a comme en vérité comme une douzaine de ressources à gérer, t'as comme environ 35 manières de faire des points, je serais comme oh my god, ça va être long puis pénible, apprendre les règles de ça, en dedans de 2 tours, t'es appris. Ils ont vraiment réussi à mettre des beaux pour rappels. un jeu de cette complexité-là, il s'apprend étonnamment facilement. Bien. Ouais, vraiment. Oui, ça je suis obligé de dire. Parce que t'es perdu un peu la moitié du premier tour. Ouais. Tu suis une coupe de tours. Tu fais, je vais y aller, m'en prendre ces 2 cartes-là, puis à un moment donné, tu commences à te faire ta stratégie. Tu sais, je critique pas pire depuis tantôt, mais tu sais, un de mes jeux préférés, pas un de mes jeux préférés. Mon jeu préféré, c'est Anachronie. Après, une fois que tu joues l'iconographie, tu comprends rien là-dedans. J'allais dire Anachronie. Je suis comparativement à Anachronie. Anachronie, j'ai joué une game au complet pour te faire plaisir. Je vais en jouer une autre pour te faire plaisir. Il est-tu fin, lui? J'essaye. Mais je vais t'avouer que lui, à l'intérieur de la première game, j'avais maîtrisé ça. Anachronie, après la première game, pas mal certain d'avoir une bonne idée de tout. Mais les liens sont pas encore tous faits dans ma tête. T'sais? Fait que ça, je trouve que c'est une belle qualité qu'il y a. Parce que si je fais juste te parler, on écoute juste la prémisse de David, tu peux faire comme oh mon dieu que ça va être compliqué. Hey, sérieux? Avant la moitié de la game, là, tu vas plus être en train de penser à ta stratégie qu'à ton tour. Là, comme on dit, on tombe à l'autre niveau de regarder les autres joueurs. Là. C'est un jeu que tu peux travailler plus à court terme puis quand même bien t'en sortir. T'es pas obligé de penser si tôt d'avance. C'est ça qui fait qu'il est plus facile d'approche. C'est ça. Il est quand même accessible comme pour un jeu de cette lourdeur-là, il est quand même assez accessible. C'est comme un espèce de mi-chemin avant de passer à Anachronie, mettons. T'sais. Bon, il y aurait 2-3 autres jeux que je te suggérerais avant. Mais... T'as joué à Point de Salaire hier, aujourd'hui on va jouer à ça. Il va être dans ton escalier vers Anachronie, en effet. Mais je pense qu'il plairait à plus de gens, d'après moi, qu'Anachronie. Oui, c'est comme si c'est une étape. Dans l'échelle d'accessibilité, définitivement. Parce qu'il est plus accessible. Puis la thématique va rejoindre plus de gens aussi. Fait que Dave, c'est ton jeu. Tu commençais à y donner une note? Donc, moi, j'ai quand même joué, je pense que c'est ma 4e game. J'ai quand même joué pas mal de games depuis que je l'ai. J'avais hâte d'y jouer, parce que bon, on avait suivi la campagne Kickstarter, j'ai joué beaucoup à Champion aussi. Fait que, c'est un univers que j'aimais beaucoup. Je trouvais que le style du jeu avait l'air le fun aussi. J'aime ça les jeux de gestion qui utilisent des dés. Peu importe qu'ils utilisent comment, Marco Polo, c'est un de mes jeux préférés. C'est un jeu de placement de dés. Fait que je trouve ça brillant, les jeux euro qui utilisent des dés. Puis j'ai pas été déçu, j'ai bien aimé mes expériences à 2 joueurs, j'ai aimé ma game à 4 joueurs. Le fait de rentrer ça en 2 heures pour un jeu comme ça, je pense que c'est quand même très bien. Puis on a eu quand même des gros scores, mais au final, même si Louis-Philippe c'était sa première partie, on a quand même fini assez serré. Ça a été bien pour ça. Là. Moins de 1%. Mais non, moi je mettrais un bon 8.5 sur 10. Moi, personnellement, c'est un jeu, à la base, c'est un jeu qui est dans mes cordes. Il y a de la gestion de ressources, il y a plein de façons différentes de faire des points, il y a beaucoup de variété dans ce que tu peux faire. J'y rejouerais avec plaisir. Là où pour l'instant il perd ses points pour moi, c'est la longueur entre les tours. C'est là où j'ai trouvé un défaut qui probablement se corrigerait avec le temps, j'en suis tout à fait conscient. Mais c'est quand même un jeu où il y a eu des moments que j'étais pas impliqué dans ce qui se passait parce que là j'avais suivi mon affaire ou quelqu'un prend une action que je sais que je pourrais pas suivre. Fait que toute ma cascade d'effets que j'aurais faite, je prends deux nourritures à la place puis c'est réglé. Fait que c'est là qu'il perd ses points. Mais c'est quand même dans mes cordes. Pour moi, c'est un super 8 sur 10. Si il était capable d'aller chercher davantage de thématiques, puis si les taux se raccourcissaient, ça serait facilement un 9, 9.5. Mais quand même, c'est un jeu que si David ne le possédait pas, après avoir joué dans une convention, probablement que je me le Tu veux l'avoir regardé aussi quand il était sur oui, je l'avais vu passer. C'est juste que j'essaie d'en supporter un peu moins parce qu'à un moment donné, il va falloir que je m'achète un hôtel. Mais probablement que c'est un jeu que je me procurerais si j'avais pas une connaissance proche qui l'avait.
Fait que moi, c'est 8 sur 10. Ben moi en fait j'ai vraiment tu sais j'aime beaucoup l'univers tout ça, j'ai Champion of Midgard, j'ai tout ce qui s'est fait là de Kickstarter de Champion of Midgard là, j'étais allé all-in pas mal là. Puis là-dedans. t'avais résisté à pas le prendre aussi. Ouais, j'ai résisté parce que j'avais peur justement que ça soit trop semblable, puis là finalement en le jouant, je me rends compte qu'il pourrait coexister facilement dans ma bibliothèque. Mais en même temps, c'est le genre de jeu que je sors juste avec vous autres. Ouais. Fait que tu sais l'avoir pour moi avec ma femme, je jouerais jamais à ça. Fait que tu sais c'est pas le genre de jeu que je sortirais chez nous, fait que je suis content que David l'aille. Il va ressortir. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais c'est pas le genre de jeu où je vais performer, fait que pour moi ça teinte un petit peu la note que je vais lui donner parce que j'ai eu du plaisir tout le long sauf rendu au scoring. Parce que quand on est arrivé au scoring, ben là, j'étais quand même bien placé sur le plateau, j'étais deuxième avant de faire le scoring final. Ouais. Puis finalement, avec tous les points cachés puis tout ça, ben, je me suis fait ramasser. Fait que ça l'a un petit peu teinté. Parce que j'ai eu l'impression de bien jouer tout le long. J'ai fait de bonnes actions, il y a des tours où je faisais des bonnes choses, c'était vraiment intéressant. Oui. Ben, je veux dire, s'il y a de quoi, je le mettrais dans ses qualités. C'est qu'il n'y a pas eu de fun. Non, le fait que je définis. Juste le fait qu'il se soit rendu compte juste à la fin. Oui, ok, je comprends. Oui, t'as raison. Parce qu'il y a un suspense. Il y a bien des jeux J'étais dernier toute la game en passant. Il y a bien des jeux euros que, en toute honnêteté, tu sais, que j'ai montré à quelqu'un, puis il y en a un que j'ai en tête, une game que moi et David on a joué puis qu'on montrait à quelqu'un, puis les deux à un moment donné on s'est regardé puis on va se laquer. Ouais, parce que là présentement c'est comme 250, 244. 88. Fait que là, puis il reste 3 tours à jouer, on va ralentir. Ce qui est un défaut dans un jeu. Dans ce cas-ci, au moins, tu as le cash jusqu'à la fin. David, il était à moitié des points. À la fin de la game, puis il est remonté à cause de tous ces points cachés. Sur ça, fin de ma parenthèse, je m'excuse d'avoir interrompu. Mais c'est ça, le fait que je performe pas dans ces jeux-là, je veux pas que ça teinte trop ma note non plus, là, parce que ça, c'est mais ça peut teinter ta note, c'est pas ton jam, mais tu sais, il reste que ça reste un jeu quand même accessible, malgré tout. Le fait que j'ai pas performé, ben là, ça c'est mon problème, puis je jouerai plus, puis j'apprendrai plus. Ça va me prendre une learning curve un petit peu plus grande. Mais pour l'instant, je le partirai à 6 sur 10. Moi, c'est pas mon style de jeu, les worker placement ou autre. Fait que moi, déjà là, il part en perdant des points beaucoup. J'aime les thèmes vikings, par contre. Malgré qu'il était là, je trouve, à moitié, mais c'est correct. Ça, je suis habitué que les thèmes soient quasiment genre c'est quoi la saveur du mois. Pour le visuel, par contre, il regagne des points. Parce que je me dis, c'est pas mon type de jeu, mais au moins, j'ai pas eu de complexité à apprendre le jeu puis à jouer avec les règles. À la première game, je commençais à faire. T'as pas saigné du nez trop. Là. Non, c'est ça. Là, j'étais quand même, je travaille pas. Là. Je veux pas envie de forcer trop. Là, mais moi, quand je travaille pas, Bob l'éponge carrée, je trouve que c'est une belle option de divertissement. Là. Fait que moi, même péter la tête ces murs, là, non. Mais, fait que j'aime le thème viking. Le visuel est très beau. Louis-Philippe, j'y avais pas pensé, mais ce que tu viens de dire, juste à l'instant, moi, c'est la chose que je déteste le plus dans un jeu. Là. Il reste 45 minutes à la game puis j'ai déjà perdu. Là. Moi, j'ai aucune problématique à dire genre, hey, sérieux, forfait. Ouais, tu sais, moi, j'étais en arrière toute la game, mais je savais que j'étais encore dans la game. Ah oui, c'est ça. Fait que c'était le fun un peu. Mais c'est ça. Fait, mais t'as raison, le Philippe, j'avais pas pensé, mais c'est une belle qualité qu'il y a. C'est un beau jeu intermédiaire. Si jamais j'avais un ami joueur, un peu moins gamer, puis là, je suis comme. Okay, là, il est prêt à de quoi d'un peu plus costaud. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme, ok, là, on va lâcher les. Bon, il y a un jeu d'introduction, en tout cas, je sais pas comment dire, un jeu coop introductif, faut que je joue le tiers de ses tours pour l'aider. Là, je suis comme, ok, là, Reverse of Midgard, ok, cool. Là, on va passer au prochain niveau, là, hein, avec ces gars. Fait que moi, avec tout ça, je vais lui donner un 7 sur 10, ce qui, pour moi, ce type de jeu-là, c'est quand même gros. Ça veut dire qu'à 7 sur 10, je rejouerai au moins une autre fois. Puis je vais voir de game en game, mais tu sais, mettons, ils vont me dire, ah, on joue-tu? Ok, on va essayer autre chose, on va avoir du fun, les cartes sont belles, tu sais, je me ferai pas trop chier. Les dés sont beaux. Les dés sont beaux, les dés sont solides. Ouais, vraiment. Donc ce soir, messieurs, un board game presque parfait. Reavers of Midgard qui se mérite une note moyenne de 7.4 sur 10 à notre table de jeu. C'est excellent. Quand même, une belle note. Pour nous autres, c'est votre première expérience, il faut dire. Là. C'est important, je pense, de le souligner aussi. Ouais. Donc, merci encore de votre présence, messieurs, ce soir. Toujours un plaisir. Yes. Et on va vous souhaiter à tout le monde à la maison une bonne fin de journée et continuez de gamer. Ciao. Bye.